Dans un manoir silencieux marqué par la douleur, un garçon malade vivait isolé entre souvenirs et traitements. Tout change lorsqu'une fille des rues pénètre dans la maison à la recherche d'abri et y découvre quelque chose d'encore plus rare. Une connexion. En quelques jours, une amitié improbable éclot, apportant rire, courage et un soupçon inattendu sur la véritable condition du garçon. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Ce qui aurait dû être un jour ordinaire dans le silence douloureux d'un manoir à Neuilly-sur-Seine allait bouleverser des vies à jamais. Depuis que le diagnostic d'une grave maladie avait frappé le fils unique de la demeure, Mathieu Deschamps, un garçon de 10 ans au regard autrefois pétillant, la maison ressemblait davantage à un hôpital émotionnel qu'à un foyer. Le père, Antoine Deschamps, veuf depuis 3 ans et propriétaire d'une chaîne de boutiques de luxe parisienne, s'absentait constamment pour des voyages d'affaires, fuyant peut-être une réalité trop difficile à accepter. La gouvernante, Madame Laurent, une femme à l'allure sévère mais au cœur tendre, veillait sur le petit Mathieu pendant ses absences. Elle avait été témoin de la transformation du garçon. Ses cheveux châtains tombés sous l'effet des traitements, son teint pâle comme la porcelaine, et surtout ce regard éteint qui avait remplacé ses yeux autrefois rieurs. Le docteur Vincent Moreau, oncologue réputé de l'hôpital Necker, avait prescrit un traitement long et douloureux, avec un pronostic incertain qui pesait comme une ombre sur la demeure. Ce matin d'avril, alors que les cerisiers du jardin commençaient à fleurir, le portail électrique de la propriété s'ouvrit pour laisser sortir la voiture de Madame Laurent, partie faire quelques courses. C'est à ce moment précis que tout bascula. Élodie, une fillette de 8 ans aux grands yeux verts et à la silhouette frêle, observait la maison depuis plusieurs jours. Ses vêtements usés et trop grands pour elle trahissaient sa condition. Sans famille, sans abri fixe, elle survivait comme elle pouvait dans les rues de Paris, dormant parfois dans des centres d'accueil temporaires quand le froid devenait trop mordant, mais préférant généralement la liberté précaire des rues à l'atmosphère parfois étouffante des foyers. Voyant le portail entrouvert, Élodie n'hésita pas. Ce n'était pas le vol qui la motivait, ni même la vengeance contre ces riches qui avaient tout alors qu'elle n'avait rien. C'était la curiosité, la faim, et peut-être cet instinct mystérieux qui pousse parfois les êtres à chercher refuge là où ils le sentent possible. Avec l'agilité d'un chat, elle se faufila dans la propriété avant que le portail ne se referme complètement. Le jardin était immense, avec des haies taillées avec précision et des parterres de fleurs qui commençaient à s'épanouir sous le soleil printanier. Élodie se cacha derrière un buisson, attendant que la voie soit libre. Elle repéra rapidement une porte de service à l'arrière de la maison, probablement utilisée par le personnel. Après s'être assurée que personne ne l'observait, elle s'y dirigea d'un pas furtif. La porte n'était pas verrouillée. Élodie pénétra dans ce qui semblait être une buanderie. L'odeur de lessive propre lui chatouilla les narines. Un luxe qu'elle avait presque oublié. Elle traversa la pièce et se retrouva dans un couloir menant aux cuisines. Des voix lui parvinrent, la forçant à se cacher dans un placard à balai. 2 femmes discutaient, probablement des employés. « À de maison. Le petit n'a presque rien mangé ce matin », disait l'une d'elles avec un accent du Sud. « Monsieur Deschamps va encore nous reprocher de ne pas faire assez d'efforts. »« Que veux-tu qu'on fasse ?» répondit l'autre. « Ces médicaments lui coupent l'appétit. Et puis, avec son père toujours absent, ce n'est pas ce dont un enfant malade a besoin. » Élodie resta immobile, retenant sa respiration jusqu'à ce que les voix s'éloignent. Un enfant malade. Cette information éveilla sa curiosité. Elle avait déjà rencontré des enfants malades dans les centres d'accueil, certains atteints de maladies graves. Elle connaissait cette solitude particulière, ce sentiment d'être différent, mis à l'écart. Une fois le silence revenu, Élodie sortit de sa cachette et explora discrètement la maison. Elle repéra les lieux stratégiques, la cuisine, bien sûr, où elle pourrait trouver de quoi manger, un petit débarras sous l'escalier qui semblait rarement utilisé et qui pourrait lui servir de cachette pour dormir. Et les horaires approximatifs du personnel, grâce à un planning affiché près de l'office. Pendant 3 jours, Élodie vécut comme une ombre dans la grande maison. Elle se nourrissait de restes trouvés dans le réfrigérateur, prenait des douches rapides quand la voie était libre, et dormait par petites périodes, toujours sur le qui-vive.
Elle avait appris à reconnaître les bruits de la maison, à anticiper les mouvements du personnel, à devenir pratiquement invisible. C'est au 4e jour qu'elle entendit pour la première fois cette mélodie. Une musique douce, légèrement mélancolique, qui venait de l'étage supérieur. Poussée par une curiosité irrésistible, Élodie monta l'escalier principal avec précaution, s'arrêtant à chaque marche pour s'assurer que personne ne l'apercevait. La musique la guidait vers une porte entr'ouverte, au bout d'un couloir tapissé que de portraits de famille. Par l'entrebâillement, elle aperçut une chambre spacieuse aux murs bleu pâle. Un garçon était assis sur son lit, vêtu d'un pyjama orné de l'image d'un super-héros. Sa tête était complètement chauve, son visage émacié, mais ses yeux, des yeux d'un bleu profond, semblaient porter toute la tristesse du monde. Il tournait les pages d'un album photo, s'arrêtant parfois pour caresser une image du bout des doigts. La musique provenait d'une petite boîte à musique posée à côté de lui. Élodie resta là, immobile, fascinée par ce garçon qui semblait porter un fardeau trop lourd pour ses frêles épaules. Elle reconnut en lui quelque chose qui résonnait en elle, la solitude, l'abandon, peut-être même la résignation. Sans s'en rendre compte, elle poussa légèrement la porte qui grinça. Le garçon leva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent. Élodie s'attendait à des cris, à de la peur, à de la colère même, mais rien de tout cela ne vint. Le garçon la fixa simplement, surpris, mais curieusement calme. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix faible, mais claire. Élodie hésita. Elle pourrait fuir, disparaître comme elle l'avait toujours fait quand elle était découverte. Mais quelque chose dans le regard de ce garçon la retint. « Je m'appelle Élodie » répondit-elle finalement. « Tu n'es pas une des nouvelles infirmières » constata-t-il sans aucune accusation dans la voix. « Ni une des filles de ménage. »« Non » admit Élodie. « Je me suis un peu perdue. » Un léger sourire apparut sur les lèvres du garçon, le premier vrai sourire qu'il esquissait depuis des semaines. « Dans ma chambre » demanda-t-il avec une pointe d'ironie qui surprit Élodie. Elle ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Dans ta maison plutôt. Elle est très grande. » Le garçon referma doucement son album photo. « Je m'appelle Mathieu. Tu veux entrer ? Je n'ai pas beaucoup de visites, à part les médecins et les infirmières. » Élodie hésita un instant, puis franchit le seuil de la porte. Elle s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal sauvage qu'on craint d'effrayer. « Tu es malade ?» demanda-t-elle directement avec cette franchise propre aux enfants. Mathieu hocha la tête. « Leucémie, c'est un cancer du sang, » expliqua-t-il avec une maturité dérangeante pour son âge. « Je dois faire des traitements très forts qui me rendent malade et qui font tomber mes cheveux. » Élodie s'assit au bord du lit, à une distance respectueuse. « Ça fait mal ? » ?»« Parfois, » admit Mathieu. « Mais le pire, c'est l'ennui. Je ne peux pas aller à l'école, ni jouer dehors, ni voir mes amis à cause des risques d'infection. Alors je reste ici tout le temps. » Élodie regarda autour d'elle. La chambre était remplie de jouets, de livres, d'une télévision dernier cri, d'une console de jeux vidéo, tout ce dont un enfant pourrait rêver. Pourtant Mathieu semblait prisonnier dans cette cage dorée. « Et ton papa et ta maman ?» demanda-t-elle. Une ombre passa sur le visage de Mathieu. « Ma mère est partie rejoindre les étoiles quand j'avais 7 ans. Un accident de voiture. Et mon père, il travaille beaucoup. Il dit que c'est pour payer mes traitements. Mais je crois que c'est aussi parce qu'il est triste de me voir comme ça. » Élodie comprit. L'absence pouvait prendre différentes formes, mais la douleur qu'elle causait restait la même. « Et toi ?» demanda Mathieu. « Tu vis où? Tes parents savent que tu es ici ?» Élodie baissa les yeux. « Je n'ai pas de parents, ni de maison, je vis, un peu partout. » Mathieu la regarda avec un mélange de stupéfaction et d'admiration. « Tu veux dire que tu vis dans la rue, toute seule ?»« Je me débrouille, » répondit-elle avec une fierté teintée de tristesse. « Je connais des endroits où dormir quand il pleut, des gens qui donnent parfois à manger, des astuces pour ne pas avoir trop froid. » Un silence s'installa entre eux, chacun absorbant la réalité de l'autre. Puis Mathieu fit quelque chose qui surprit Élodie. Il ouvrit le tiroir de sa table de nuit et en sortit une barre de chocolat qu'il lui tendit. « Tu dois avoir faim, » dit-il simplement. Ce geste simple, cette générosité spontanée venant d'un enfant qui avait lui-même tant perdu, toucha Élodie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle prit le chocolat avec des mains légèrement tremblantes. «
Merci, murmura-t-elle. À cet instant, des pas se firent entendre dans le couloir. Élodie se leva d'un bond, cherchant frénétiquement une issue. « Sous le lit, vite !» chuchota Mathieu. Élodie plongea sous le grand lit, juste au moment où la porte s'ouvrait complètement. De sa cachette, elle vit des jambes en uniforme blanc s'approcher. « C'est l'heure de tes médicaments, Mathieu », annonça une voix féminine. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux », répondit Mathieu, et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un mensonge. Les jours suivants établirent une routine improbable entre les deux enfants. Élodie avait trouvé un abri sûr dans un petit réduit attenant à la chambre de Mathieu, anciennement utilisé pour ranger des jouets. Le garçon lui apportait de la nourriture qu'il prélevait discrètement sur ses plateaux, prétextant un appétit retrouvé qui ravissait le personnel soignant. En réalité, il partageait tout avec sa nouvelle amie secrète. « Tu es sûr que tu ne veux pas garder ce gâteau ?» demandait souvent Élodie, consciente que Mathieu avait besoin de force pour combattre sa maladie. « Je n'aime pas tellement les desserts », mentait-il avec un sourire complice. « Et puis, tu as besoin de manger plus que moi. » Cette générosité touchait profondément Élodie. Dans la rue, elle avait rarement connu la bienveillance gratuite. Chaque geste avait un prix, chaque service une contrepartie. Mais Mathieu donnait sans rien attendre en retour, simplement heureux de sa présence. Quand le personnel médical et les domestiques s'éloignaient, Élodie sortait de sa cachette et rejoignait Mathieu dans sa chambre. Ils passaient des heures à discuter, à jouer aux jeux vidéo, qu'Élodie découvrait avec émerveillement, ou simplement à regarder par la fenêtre le vaste jardin de la propriété. « Là-bas, c'est ma cabane », expliquait Mathieu en pointant un petit chalet en bois au fond du jardin. « Papa l'a fait construire pour mon 7e anniversaire. J'y allais tous les jours avant de tomber malade. »« Elle est magnifique », murmurait Élodie, le nez collé à la vitre. « On dirait une maison de contes de fées. »« Un jour, quand j'irai mieux, je t'y emmènerai, » promettait Mathieu. « On y passera des après-midi entiers comme avant. » Ses projets d'avenir, bien qu'incertains, apportaient une lumière nouvelle dans les yeux du garçon. Pour la première fois depuis le diagnostic, il se projetait au-delà de la maladie, au-delà des traitements et des visites médicales. Élodie lui offrait ce que ni les médecins ni son père n'avaient pu lui donner, l'espoir. En retour, Élodie trouvait auprès de Mathieu la stabilité qui lui avait toujours manqué. Un toit, de la nourriture régulière, mais surtout une présence amicale, une oreille attentive. Elle, qui avait toujours dû se montrer forte, invulnérable pour survivre dans la rue, pouvait enfin baisser sa garde et être simplement une enfant. Un après-midi, alors que Mathieu somnolait après une séance particulièrement éprouvante de chimiothérapie, Élodie décida d'explorer davantage la maison. Elle connaissait déjà les horaires du personnel et savait qu'à cette heure-ci, la gouvernante faisait les courses et la femme de ménage s'occupait du linge au sous-sol. Elle avait le champ libre. Avec la discrétion d'une ombre, elle se glissa dans le couloir et ouvrit doucement la porte du bureau d'Antoine Deschamps. La pièce, imposante, était dominée par un bureau en acajou massif et des étagères remplies de livres aux reliures précieuses. Sur les murs, des diplômes encadrés et des photographies témoignaient d'une vie professionnelle réussie. Élodie s'approcha du bureau et examina les photos disposées dans des cadres argentés. Sur l'une d'elles, un Antoine plus jeune souriait, largement tenant dans ses bras une femme magnifique aux longs cheveux châtains, sans doute la mère de Mathieu. Sur une autre, Mathieu, âgé d'environ 5 ans, riait aux éclats sur une plage, ses cheveux, qu'il possédait encore, ébouriffés par le vent marin. Ces images d'un bonheur révolu créaient un contraste saisissant avec l'atmosphère actuelle de la maison. En continuant son exploration, Élodie remarqua un dossier ouvert sur le bureau, des termes médicaux qu'elle ne comprenait pas, des chiffres, des graphiques. Un nom revenait souvent, Clinique Saint-Michel et Dr Bernard Mercier. Elle reconnut également le nom de Mathieu sur plusieurs documents. Sans vraiment comprendre ce qu'elle lisait, elle perçut l'importance de ces papiers pour le petit garçon malade. Soudain, le bruit d'une porte qui s'ouvre au rez-de-chaussée la fit sursauter. Rapidement, elle quitta le bureau et se précipita vers sa cachette, le cœur battant. Elle y resta terrée jusqu'à ce que Mathieu se réveille 2 heures plus tard. « J'ai fait un beau rêve », lui confia-t-il en se frottant les yeux. « On était tous les deux dans ma cabane et on mangeait des glaces énormes. Et j'avais des cheveux. »
Élodie sourit, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à ses documents, à ce médecin dont le nom figurait partout, à ses traitements, qui semblaient épuiser Mathieu sans améliorer son état. « Ton médecin, comment il s'appelle » demanda-t-elle innocemment. « Docteur Mercier, Bernard Mercier, » répondit Mathieu. « C'est le directeur de la clinique Saint-Michel. Papa dit que c'est le meilleur spécialiste de France pour ma maladie. » Élodie hocha la tête, sans révéler ce qu'elle avait vu. « Et il est gentil avec toi ?» Mathieu haussa les épaules. « Il ne parle pas beaucoup. Il regarde surtout mes analyses, discute avec les infirmières, puis parle à mon père. Il me dit toujours que je dois être patient, que le traitement prend du temps. » « Et ça fait combien de temps que tu prends ces médicaments ?»« Presque 1 an maintenant, » soupira Mathieu. « Au début, j'étais vraiment très malade. Je vomissais tout le temps, je ne pouvais même pas me lever. Maintenant, ça va un peu mieux, mais docteur Mercier dit qu'il ne faut pas relâcher les efforts, que la maladie peut revenir encore plus forte si on arrête trop tôt. » Élodie fronça les sourcils. Elle avait connu un garçon dans un centre d'accueil temporaire qui avait eu un cancer. Sa mère, qui venait le voir tous les jours, avait expliqué qu'après la phase difficile des traitements, il y avait une période où les médecins vérifiaient si la maladie était partie, mais que les médicaments s'arrêtaient ou devenaient moins forts. Pourquoi Mathieu continuait-il à recevoir des traitements aussi intensifs s'il allait déjà mieux? Ces questions restèrent en suspens, tandis que leur amitié s'approfondissait jour après jour. Élodie avait un don pour raconter des histoires, créant des mondes imaginaires, où Mathieu et elle vivaient des aventures extraordinaires, loin des murs de cette chambre médicalisée. Elle décrivait des forêts enchantées, des océans peuplés de créatures fantastiques, des royaumes où les enfants étaient rois et où la maladie n'existait pas. « Comment tu connais toutes ces histoires ?» demandait parfois Mathieu, émerveillé. « Je les invente ?» répondait simplement Élodie. « Quand on vit dehors, on a beaucoup de temps pour imaginer. » Un soir, alors que Mathieu s'était endormi après une journée particulièrement difficile, Élodie s'approcha de la fenêtre. La lune éclairait le jardin d'une lueur argentée, donnant aux arbres et aux massifs de fleurs une apparence presque surnaturelle. Elle pensa à sa vie d'avant, aux nuits passées sous les ponts ou dans des abris de fortune, à la faim qui tenaillait son estomac, au froid qui mordait sa peau. Puis elle regarda Mathieu, endormi paisiblement dans son grand lit. Malgré tout le confort matériel qui l'entourait, il était prisonnier, prisonnier de sa maladie, prisonnier de ce corps qui le trahissait, prisonnier de cette solitude que même toute la richesse du monde ne pouvait combler. En cet instant, Élodie prit une décision. Elle resterait auprès de lui, non pas seulement pour le refuge que cette maison lui offrait, mais parce que Mathieu avait besoin d'elle, autant qu'elle avait besoin de lui. 2 solitudes qui, ensemble, formaient une sorte de plénitude. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla plus tôt que d'habitude. Une séance de traitement était prévue à la clinique. Élodie, déjà éveillée, le regardait se préparer avec appréhension. « Je déteste ces jours-là », confia Mathieu en enfilant un pull à capuche pour cacher sa tête chauve, les aiguilles, les machines qui bipent, l'odeur de désinfectant, et surtout, tous ces regards de pitié. Élodie s'approcha et s'assit près de lui. « Tu sais ce qui est le plus dur quand on vit dans la rue ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas la faim ou le froid, c'est de se sentir invisible. Les gens passent à côté de toi sans te voir, comme si tu n'existais pas. Parfois, j'aurais préféré de la pitié plutôt que cette indifférence. » Mathieu la regarda, surpris par cette confession. « Tu n'es pas invisible pour moi, » dit-il en prenant maladroitement sa main. « Tu es la personne la plus visible et la plus importante dans ma vie en ce moment. » Ces mots touchèrent Élodie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Une boule se forma dans sa gorge et elle dut lutter pour retenir ses larmes. Les enfants de la rue n'avaient pas le luxe de pleurer. Quand Madame Laurent vint chercher Mathieu pour l'emmener à la clinique, Élodie se cacha comme d'habitude. Mais cette fois, elle ne resta pas dans son réduit. Dès que la voiture quitta la propriété, elle se glissa dans la chambre de Mathieu et s'approcha de sa commode. Dans un tiroir, elle trouva ce qu'elle cherchait, un bonnet que Mathieu portait parfois quand il avait froid. Elle le prit et le serra contre son cœur, prenant une décision qui allait tout changer. Pendant l'absence de Mathieu, Élodie explora davantage la maison, cherchant des indices sur sa maladie, sur ce traitement qui semblait s'éterniser. Dans la salle de bains attenante à la chambre principale, elle découvrit une armoire à pharmacie remplie de médicaments,
certains portant le nom de Mathieu, d'autres celui d'Antoine. Des noms compliqués, des posologies strictes, des effets secondaires listés en petits caractères. Plus tard dans la journée, alors qu'elle entendait la voiture revenir, Élodie se précipita vers sa cachette. Mathieu entra dans sa chambre, épuisé comme après chaque séance. Son teint était encore plus pâle que d'habitude, ses yeux cernés témoignaient de sa fatigue. « Comment ça s'est passé ?» demanda doucement Élodie, sortant de sa cachette une fois la gouvernante partie. « Comme d'habitude, » soupira Mathieu en s'allongeant sur son lit. « Des piqûres, des prises de sang, des médicaments qui me donnent envie de vomir. Docteur Mercier a dit à Madame Laurent que mes résultats étaient stables, mais qu'il fallait continuer le traitement. Intensif, encore plusieurs mois. » Élodie s'assit au bord du lit et prit la main de Mathieu dans la sienne. Elle était froide, presque glacée. « Tu as froid ?»« Tout le temps, » murmura Mathieu. « C'est à cause des médicaments, et aussi parce que mes cheveux ne me protègent plus. » Il essaya de plaisanter, mais sa voix se brisa légèrement. Élodie comprit alors à quel point la perte de ses cheveux l'affectait. Ce n'était pas seulement une question d'apparence, c'était le symbole visible de sa différence, de cette maladie qui l'avait arraché à sa vie normale. « Tu sais, » dit-elle doucement, « les cheveux, ça repousse. Un jour, tu en auras de nouveaux, peut-être même plus beaux qu'avant. »« Peut-être, » concéda Mathieu sans grande conviction, « mais en attendant, je suis le garçon chauve que tout le monde regarde avec pitié. Même mon père a du mal à me regarder parfois. » Ces mots résonnèrent profondément en Élodie. Elle connaissait trop bien ce sentiment d'être différente, de porter une marque visible qui vous sépare des autres. Dans la rue, c'étaient ses vêtements usés, sa saleté parfois, son allure de petite sauvageonne qui lui valait ses regards. « Mi-pitié, mi-dégoût. »« Mathieu, dit-elle soudain avec une détermination nouvelle dans la voix, j'ai quelque chose à te montrer demain, quelque chose d'important. » Le garçon la regarda, intrigué par ce ton mystérieux. « Quoi donc ?»« Une surprise, » répondit-elle avec un petit sourire. « Une surprise qui va tout changer, je te le promets. » Cette nuit-là, Élodie ne dormit presque pas. Son esprit tournait et retournait l'idée qui avait germé en elle. C'était à la fois fou et parfaitement sensé. Un geste qui, elle l'espérait, redonnerait à Mathieu le courage qui lui manquait pour affronter les regards des autres, et peut-être même celui de son père. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla avec une curiosité qui lui était devenue étrangère depuis longtemps. La promesse d'Élodie avait allumé en lui une petite flamme d'anticipation, un sentiment presque oublié depuis le début de sa maladie. Chaque jour s'était fondu dans le suivant, rythmé uniquement par les traitements et les visites médicales, jusqu'à l'arrivée de cette étrange petite fille dans sa vie. « Alors, cette surprise ?» demanda-t-il dès qu'Élodie émergea de sa cachette après le départ de l'infirmière qui venait chaque matin vérifier son état. Élodie lui sourit mystérieusement. « Pas tout de suite. Il faut attendre que la maison soit plus calme. » Cette attente parut interminable à Mathieu. Pendant des heures, ils jouèrent aux jeux vidéo, lurent des bandes dessinées, et Élodie lui raconta de nouvelles histoires inventées, peuplées de héros qui surmontaient des épreuves impossibles. À travers ces récits, elle insufflait à Mathieu une force qu'il ne soupçonnait plus posséder. Finalement, en début d'après-midi, quand Madame Laurent annonça qu'elle se rendait au marché et que le reste du personnel était occupé à l'autre bout de la maison, Élodie décida que le moment était venu. « Viens avec moi », chuchota-t-elle en prenant Mathieu par la main. Elle le conduisit jusqu'à la salle de bain attenante à sa chambre, une pièce luxueuse aux murs de marbre et au robinet doré. Mathieu la suivit, intrigué mais aussi légèrement inquiet. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda-t-il, observant Élodie qui fouillait dans les tiroirs. Sans répondre directement, elle sortit un objet que Mathieu reconnut immédiatement. La tondeuse électrique que l'infirmière avait utilisée pour raser ses cheveux quand ils avaient commencé à tomber par touffes, lui épargnant l'humiliation de se retrouver avec des plaques chauves. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il soudain alarmé. Pour toute réponse, elle brancha l'appareil et le lui tendit. « Je veux que tu me rases les cheveux », annonça-t-elle simplement. Mathieu la regarda, stupéfait. « Quoi ? Mais pourquoi tu voudrais faire ça ?» Élodie prit une profonde inspiration. « Parce que je veux qu'on soit pareil. Je veux que tu ne te sentes plus seule dans ce que tu traverses. Je veux que quand tu me regardes,
Tu vois que tu n'es pas différent, pas bizarre, pas à plaindre. Tu es juste Mathieu, et je suis juste Élodie. Et on est ensemble. » Les yeux de Mathieu s'emplirent de larmes. Personne, pas même son père, n'avait fait un tel geste pour lui. « Mais tes cheveux sont si beaux !» murmura-t-il en regardant la longue chevelure brune d'Élodie, sale et emmêlée, certes, mais d'une couleur profonde, presque noire, qui captait la lumière comme du satin. « Ce ne sont que des cheveux, » répondit-elle avec un haussement d'épaules qui se voulait désinvolte, mais qui ne masquait pas entièrement son appréhension. « Ils repousseront, les tiens aussi. » Mathieu hésita, la tondeuse à la main. « Tu es sûr ?» Pour toute réponse, Élodie s'assit sur le bord de la baignoire et ferma les yeux. « Mal et... Vas-y !» Avec des gestes maladroits, Mathieu alluma la tondeuse. Le bourdonnement emplit la salle de bain. Il approcha l'appareil de la tête d'Élodie, hésita encore un instant, puis commença à raser. Les premières mèches tombèrent dans la baignoire, formant des petits tas sombres sur la porcelaine blanche. Élodie gardait les yeux fermés, sentant le poids de ses cheveux diminuer progressivement. C'était étrange, presque libérateur. Elle qui avait toujours dû se battre pour tout, qui n'avait jamais rien abandonné volontairement, donnait maintenant quelque chose d'elle-même, quelque chose qui, elle le savait, comptait beaucoup, dans ce monde où l'apparence dictait souvent la façon dont on était traité. Quand Mathieu eut terminé, un silence emplit la pièce. Élodie ouvrit lentement les yeux et se tourna vers le miroir. Une inconnue la regardait. Une petite fille, au crâne presque parfaitement lisse, aux traits soudain plus anguleux, aux yeux immenses dans ce visage dépouillé. Elle passa une main sur son crâne, sentant la texture étrange de ses cheveux réduits à quelques millimètres. « Maintenant, on est pareil, » dit-elle doucement, se tournant vers Mathieu. Le garçon la regardait avec une expression indéchiffrable, un mélange de stupéfaction, d'admiration et d'une émotion plus profonde, presque douloureuse. Puis, sans prévenir, il se jeta dans ses bras, la serrant avec une force qu'elle ne lui connaissait pas. « Merci », murmura-t-il contre son épaule, et elle sentit son t-shirt s'humidifier des larmes silencieuses du garçon. Ils restèrent ainsi, enlacés, deux enfants chauves partageant maintenant non seulement une amitié, mais aussi un signe visible de leur connexion. Pour la première fois depuis le début de sa maladie, Mathieu ne se sentait plus seul. Pour la première fois de sa vie, Élodie se sentait appartenir à quelque chose, à quelqu'un. Ce moment d'intimité fut brutalement interrompu par le bruit d'une porte qui s'ouvrait dans la chambre. Instinctivement, ils se séparèrent, Élodie cherchant désespérément une cachette. Mais il était trop tard. Antoine Deschamps se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, figé par la scène qui s'offrait à lui. Son fils, debout près de la baignoire remplie de cheveux bruns, et une petite fille inconnue au crâne rasé, vêtue de haillons, le regardant avec des yeux écarquillés par la peur. « Mathieu, qu'est-ce que... Qui est-ce » balbutia-t-il, son regard passant de l'un à l'autre avec incompréhension. Élodie recula instinctivement, cherchant une issue, mais elle était piégée. Mathieu, lui, s'avança protectivement devant elle. « Papa, je te présente Élodie, » dit-il, d'une voix étonnamment ferme. « C'est mon ami. » Antoine Deschamps restait immobile, comme si son cerveau peinait à assimiler ce qu'il voyait. Rentré plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires, espérant surprendre agréablement son fils, c'était lui qui se trouvait désarçonné par cette découverte inattendue. « Ton ami ?» répéta-t-il lentement. « Comment, depuis quand ?»« Elle. »« Vit ici depuis presque 2 semaines, » expliqua Mathieu, décidant que la vérité était sa meilleure option. « Elle n'a nulle part où aller, papa. Elle dormait dans la rue avant. » Antoine regarda plus attentivement la fillette. Sous la crasse et les vêtements usés, il distinguait un visage fin, des traits délicats, et surtout ses yeux, des yeux d'un vert intense qui le fixaient avec un mélange de défi et de peur. Et ce crâne rasé, il comprit soudain le geste qu'elle avait fait pour son fils, et quelque chose se serra dans sa poitrine. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il doucement à Élodie, pointant son crâne dénudé. La fillette leva le menton avec une dignité surprenante pour son âge. « Pour qu'il ne soit plus seul, » répondit-elle simplement, « pour qu'il sache qu'il n'est pas différent. » Ces mots frappèrent Antoine comme une gifle. Lui, le père, n'avait pas su trouver les mots, les gestes pour soutenir son fils dans cette épreuve.
Il avait délégué les soins à du personnel médical, s'était réfugié dans le travail, fuyant la souffrance qu'il lisait dans les yeux de Mathieu, ces mêmes yeux que sa femme disparue lui avait légués. Et voilà qu'une enfant des rues avait fait ce qu'il n'avait jamais eu le courage de faire, être simplement présente, sans juger, sans s'apitoyer, offrant une solidarité concrète et dénuée de toute condescendance. Antoine s'approcha lentement et s'agenouilla pour se mettre au niveau d'Élodie. « Comment es-tu entré ici ?» demanda-t-il sans colère dans la voix, juste une curiosité sincère. « Par le portail, quand il s'est ouvert pour la voiture, » répondit honnêtement Élodie. « Je ne voulais rien voler, monsieur. J'avais besoin d'un abri. Et puis j'ai rencontré Mathieu. » Antoine observa la fillette pendant un long moment, puis se tourna vers son fils. Le changement était subtil mais indéniable. Les yeux de Mathieu brillaient d'une lueur qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Ses épaules étaient moins voûtées, son teint légèrement moins pâle. Et surtout cette expression, non plus celle d'un enfant résigné à sa souffrance, mais celle d'un garçon prêt à défendre quelque chose qui lui était précieux. « Mathieu, dit-il doucement, est-ce que tu te sens mieux depuis qu'Élodie est là ?» Le garçon hocha vigoureusement la tête. « Elle me raconte des histoires, papa. Des histoires où on est des héros, où on vit des aventures, on joue ensemble, on parle de tout. Je ne me sens plus malade quand elle est là. » Ces mots simples contenaient une vérité que les médicaments coûteux et les traitements sophistiqués n'avaient pas réussi à produire. Un peu de bonheur, un peu d'espoir, des ingrédients essentiels à toute guérison. Antoine se releva lentement, prit une profonde inspiration et prit une décision qui allait changer le cours de plusieurs vies. « Élodie, » dit-il avec une douceur qu'il réservait habituellement à son fils, « je te remercie pour ce que tu as fait pour Mathieu. Je vois bien que tu es une personne extraordinaire. » Il marqua une pause, pesant ses mots. « Si tu le souhaites, tu peux rester ici. Officiellement cette fois. Plus besoin de te cacher. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vraiment ?» murmura-t-elle, comme si elle craignait d'avoir mal entendu. « Vraiment », confirma Antoine. « Mais il y a des conditions. D'abord, nous devrons contacter les services sociaux pour régulariser ta situation. Ensuite, tu prendras un bain, et on te trouvera des vêtements propres. Et enfin, tu nous raconteras ton histoire. Toute ton histoire. » Élodie hésita, méfiante par instinct après des années de survie dans la rue. Mais le regard de Mathieu, empli d'espoir et d'excitation, la convainquit. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, » accepta-t-elle. « Mais je n'ai pas beaucoup d'histoires à raconter. Je ne sais même pas qui sont mes parents. J'ai toujours vécu dans des foyers, puis dans la rue, quand j'en ai eu assez d'être ballotté d'un endroit à l'autre. » Antoine sentit son cœur se serrer à ces mots prononcés avec tant de détachement, comme si cette absence d'histoire personnelle était une normalité. Il tendit la main vers la fillette dans un geste qu'il espérait rassurant. « Alors peut-être qu'il est temps de commencer, à écrire une nouvelle histoire, » suggéra-t-il doucement. « Une histoire où tu ne seras plus seul. » Mathieu s'approcha et prit la main d'Élodie dans la sienne. « On pourrait être comme frère et sœur, » proposa-t-il, avec l'enthousiasme retrouvé de l'enfance. « Tu pourrais avoir la chambre à côté de la mienne. On pourrait aller à l'école ensemble quand je serai guéri. » Élodie sentit quelque chose se briser en elle, non pas de douleur, mais comme un barrage cédant sous la pression, libérant des émotions qu'elle avait contenues. Pendant trop longtemps, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, la prenant par surprise. Elle qui ne pleurait jamais, qui avait appris très tôt que les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, se retrouvait submergée par une émotion qu'elle peinait à identifier. L'espoir. « J'aimerais bien, » murmura-t-elle, « j'aimerais beaucoup. » Antoine, ému par cette scène, s'approcha et, dans un geste spontané, attira les deux enfants dans une étreinte maladroite mais sincère. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il sentait qu'il faisait quelque chose de juste, quelque chose qui allait au-delà de la simple obligation parentale. En accueillant cet enfant perdu, il avait l'impression de retrouver une partie de lui-même qu'il croyait disparue, sa capacité à aimer sans retenue, sans peur de la perte. « Alors c'est décidé, » déclara-t-il en se redressant. « Commençons par ce bain, d'accord ?» Une heure plus tard, Élodie, propre pour la première fois depuis des semaines, vêtue d'un pyjama de Mathieu qui flottait sur sa silhouette menue,
était assise à la table de la cuisine, devant un repas chaud préparé à la hâte par Madame Laurent. La gouvernante, après le choc initial, avait accepté la situation avec un pragmatisme surprenant, marmonnant simplement qu'elle aurait dû se douter que quelque chose se tramait, en voyant l'appétit, soudainement vorace de Mathieu ces derniers temps. Élodie mangeait lentement, savourant chaque bouchée, consciente des regards posés sur elle. Antoine l'observait avec une curiosité bienveillante, cherchant à comprendre cet enfant qui avait bouleversé leur quotidien. Mathieu, lui, ne cachait pas sa joie, parlant avec animation de tout ce qu'ils pourraient faire ensemble maintenant. Élodie n'avait plus à se cacher. « Tu pourrais venir avec moi à la clinique demain, suggéra-t-il. Ce serait moins ennuyeux si tu étais là. » À ces mots, Élodie leva les yeux de son assiette, une question lui brûlant les lèvres. « Monsieur Deschamps, commença-t-elle prudemment, est-ce que vous pensez que Mathieu va bientôt guérir ?» Antoine parut surpris par cette question directe. « Les médecins font tout leur possible, » répondit-il avec la prudence d'un adulte qui ne veut pas faire de promesses qu'il ne pourra tenir. Le docteur Mercier est très confiant dans le traitement. « Mais Mathieu dit qu'il se sent mieux depuis longtemps, » insista Élodie. « Il a de l'énergie, il mange bien quand il n'a pas de traitement, il peut jouer pendant des heures sans se fatiguer. Ce n'est pas comme ça que sont les enfants très malades que j'ai connus. » Antoine fronça les sourcils, déstabilisé par cette observation simple mais pertinente. Il est vrai que Mathieu semblait avoir retrouvé une certaine vitalité ces derniers temps, une amélioration qu'il avait attribuée à l'efficacité du traitement. Mais maintenant qu'Élodie le mentionnait, il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. Pourquoi le docteur Mercier insistait-il pour maintenir un traitement aussi intensif si Mathieu montrait des signes d'amélioration aussi nets? « Tu as raison, Élodie, » admit-il finalement. « Mathieu va mieux. Mais le docteur Mercier dit qu'il faut être prudent, que la rémission peut être trompeuse, que la maladie pourrait revenir si on arrête trop tôt le traitement. » Élodie hocha lentement la tête, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Elle avait développé dans la rue un instinct pour détecter les mensonges, les demi-vérités, les situations où quelque chose ne collait pas. Et là, quelque chose lui semblait définitivement suspect. Le lendemain matin, l'ambiance dans la grande maison des Deschamps avait complètement changé. Les rideaux, habituellement tirés pour protéger Mathieu de la lumière trop vive, étaient grands ouverts, laissant entrer le soleil printanier. Des rires d'enfants résonnaient dans les couloirs, un son que les murs n'avaient pas entendu depuis bien longtemps. Élodie s'était réveillée dans un vrai lit, pour la première fois depuis des années. La chambre d'amis qu'Antoine lui avait attribuée, juste à côté de celle de Mathieu, était plus grande que tous les espaces qu'elle avait pu considérer comme siens auparavant. Elle avait passé de longues minutes à simplement toucher les draps propres, à s'émerveiller de la douceur de l'oreiller, à contempler les murs aux teintes pastel. Cette réalité semblait si fragile qu'elle craignait qu'un mouvement brusque ne la fasse éclater comme une bulle de savon. Madame Laurent lui avait apporté des vêtements, des habits de fille que la gouvernante avait achetés tôt le matin, devinant approximativement sa taille. Une simple robe bleue, des sous-vêtements neufs, des chaussettes blanches et des baskets. Élodie les avait enfilés avec révérence, comme s'il s'agissait de trésors inestimables. « Tu es très jolie », avait commenté Mathieu quand elle était venue le rejoindre pour le petit déjeuner. On dirait une vraie princesse, même sans cheveux. Cette remarque innocente l'avait fait rougir. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était jolie. Dans la rue, son apparence n'était qu'un outil de survie, passé inaperçu quand il le fallait, inspirer la pitié quand c'était nécessaire, jamais une source de compliments. Antoine, en les voyant tous les deux attablés devant leur bol de chocolat chaud, avait ressenti un mélange complexe d'émotions. La joie de voir son fils sourire à nouveau, la culpabilité d'avoir été si absent, et cette étrange gratitude envers cette petite inconnue qui avait accompli ce qu'aucun traitement médical n'avait réussi à faire. « J'ai appelé une assistante sociale ce matin, » annonça-t-il en s'asseyant avec eux. « Madame Dubois viendra nous voir cet après-midi. Elle nous aidera à régulariser ta situation, Élodie. » La fillette se raidit instantanément. Les services sociaux évoquaient pour elle des souvenirs de foyers impersonnels, de familles d'accueil indifférentes, de paperasse qui réduisaient son existence à des cases à cocher. « Je ne veux pas retourner dans un foyer, » dit-elle fermement, ses mains serrant sa tasse avec une telle force que ses jointures blanchirent. « Tu n'y retourneras pas, »
la rassura Antoine. Je veux t'aider à rester ici, avec nous. Mais pour cela, nous devons suivre certaines procédures légales. Madame Dubois est une amie, elle comprendra notre situation. Élodie le regarda attentivement, cherchant dans son expression la moindre trace de duplicité. Mais tout ce qu'elle vit fut une sincérité, désarmante. Lentement, elle hocha la tête. « D'accord, concéda-t-elle, mais si elle veut m'emmener, je m'enfuirai à nouveau. » Antoine ne put s'empêcher de sourire devant cette détermination farouche. « Je te promets que cela n'arrivera pas. » Mathieu, qui avait suivi cet échange avec inquiétude, se détendit visiblement. « Et pour ma visite à la clinique aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Élodie peut venir avec moi ?» Antoine hésita. D'un côté, il voulait faire plaisir à son fils et permettre à Élodie de l'accompagner. De l'autre, présenter cet enfant au docteur Mercier avant d'avoir régularisé sa situation pourrait soulever des questions complexes. Mais le regard plein d'espoir de Mathieu le convainquit. « Oui, elle peut venir, décida-t-il. Après tout, c'est juste une prise de sang aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas de traitement lourd. » Mathieu hocha la tête, soulagé. « Juste des analyses. Docteur Mercier dit qu'il faut vérifier mes paramètres toutes les semaines. » Élodie, qui buvait son chocolat, leva les yeux à cette mention. « Toutes les semaines. Depuis combien de temps ?»« Depuis le début, » répondit Mathieu. « Ça fait presque 1 an maintenant. » Élodie fronça les sourcils mais ne dit rien de plus. Elle avait l'air de réfléchir intensément, ce qui n'échappa pas à Antoine. Cependant, il n'eut pas le temps d'approfondir, car Madame Laurent arriva pour annoncer que la voiture était prête pour les conduire à la clinique. La clinique Saint-Michel se dressait majestueusement dans le 16e arrondissement de Paris, un bâtiment haussmannien, reconverti en établissement médical de luxe. Ses façades élégantes, ses dorures discrètes et son personnel en uniforme impeccable respiraient l'excellence et le privilège. Seules les familles les plus fortunées pouvaient s'offrir les services de cette institution réputée pour son approche sur mesure des traitements oncologiques. Élodie, assise à l'arrière de la voiture avec Mathieu, observait l'imposante bâtisse avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle avait connu d'autres hôpitaux, les services d'urgence où on l'emmenait parfois quand on la trouvait transie de froid sous un pont, les dispensaires où des médecins fatigués distribuaient des antibiotiques génériques pour des infections. Mal soignés, jamais un endroit comme celui-ci, qui ressemblait davantage à un palace qu'à un lieu de souffrance. « C'est ici que tu viens tout le temps ?» demanda-t-elle à Mathieu alors qu'ils descendèrent de voiture. « 3 fois par semaine, confirma-t-il, parfois plus quand docteur Mercier décide de changer le traitement. » Antoine les guida à travers l'entrée principale où une réceptionniste, aux manières polissées, les accueillit avec un sourire professionnel. Ses yeux s'attardèrent brièvement sur Élodie, sur son crâne rasé, sa tenue simple, sa présence inattendue, mais son expression ne trahit aucun jugement. « Monsieur Deschamps, Mathieu, bonjour, » dit-elle avec chaleur, « et voici. » Une. « Camille de la famille, » répondit simplement Antoine. « Elle accompagne Mathieu aujourd'hui. » La réceptionniste hocha la tête sans poser plus de questions et les dirigea vers l'ascenseur. « Le docteur Mercier vous attend au 3e étage, comme d'habitude. » Dans l'ascenseur aux parois miroirs, Élodie observa leurs reflets. 2 enfants au crâne rasé, l'un vêtu d'habits coûteux, l'autre d'une simple robe de prêt-à-porter, et un homme d'affaires élégant qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Une famille improvisée, unie par des circonstances extraordinaires. Le service d'oncologie pédiatrique de la clinique ne ressemblait en rien aux représentations habituelles des hôpitaux pour enfants. Pas de couleurs vives, pas de dessins, animés sur les murs, pas de jouets éparpillés, juste une sobriété luxueuse, des tons crème et gris clair, des meubles design, une atmosphère feutrée qui étouffait les sons. Comme si la maladie elle-même devait se faire discrète, ne pas déranger l'harmonie des lieux. Ils furent accueillis par une infirmière au sourire professionnel qui les conduisit dans une salle d'examen. « Le docteur sera là dans un instant », annonça-t-elle avant de les laisser. Mathieu s'assit sur la table d'examen avec l'aisance de l'habitude. Élodie, elle, resta debout, examinant la pièce avec attention. Sur un mur, des diplômes encadrés attestaient des qualifications impressionnantes. Du docteur Mercier, Harvard, Johns Hopkins, la Sorbonne. Sur un autre, des graphiques complexes étaient affichés, montrant ce qui semblait être l'évolution de différents marqueurs sanguins. La porte s'ouvrit, révélant un homme d'une 50aine d'années, grand, mince,
aux cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Son visage aux traits aristocratiques arborait une expression de bienveillance calculée, et ses yeux gris semblaient analyser chaque détail de la scène qui s'offrait à lui. « Antoine, Mathieu, bonjour, dit-il d'une voix posée avant que son regard ne s'arrête sur Élodie. Et qui avons-nous là ?» Antoine s'éclaircit la gorge. « Docteur Mercier, je vous présente Élodie. Elle séjourne chez nous pour quelque temps. Elle a souhaité accompagner Mathieu aujourd'hui. » Le médecin observa la fillette avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Son regard s'attarda sur son crâne rasé, puis revint vers Mathieu, établissant la connexion évidente. « Je vois, » dit-il simplement, avant de se tourner vers Mathieu avec un sourire professionnel. « Comment te sens-tu aujourd'hui, mon garçon ?»« Bien, docteur, » répondit Mathieu. « Je me sens vraiment mieux ces derniers temps. »« Excellent !» approuva le médecin en sortant un stéthoscope. « Voyons voir ça de plus près. » Il procéda à un examen de routine. Auscultation, prise de tension, vérification des ganglions lymphatiques. Ses gestes étaient précis, mécaniques, comme une chorégraphie répétée des milliers de fois. Élodie ne le quittait pas des yeux, remarquant chaque détail. La manière dont il évitait soigneusement le regard de Mathieu quand celui-ci parlait d'amélioration, la façon dont il hochait la tête sans vraiment écouter, ce léger froncement, de sourcils quand il observait le garçon bouger avec énergie. « Maintenant, nous allons faire cette prise de sang, » annonça-t-il finalement. « Infirmière Moreau. » Une femme en blouse blanche entra portant un plateau avec le matériel nécessaire. Mathieu tendit automatiquement son bras, habitué à la procédure. Élodie s'approcha et prit sa main libre, un geste de soutien qui fit sourire le garçon. « Tu n'as jamais peur des piqûres ?» demanda-t-elle, impressionnée par son calme. « Au début, si, » admit Mathieu. « Mais après des centaines de fois, on s'y habitue. » L'infirmière prépara le bras de Mathieu, appliquant un garrot et cherchant une veine. Le docteur Mercier, pendant ce temps, s'était tourné vers Antoine et parlait à voix basse. « Les derniers résultats sont stables, » expliquait-il. « Mais je pense qu'il serait prudent d'augmenter légèrement la dose du traitement principal. Par précaution, vous comprenez. » Antoine fronça les sourcils. « Mais vous venez de dire que les résultats sont stables, et Mathieu semble aller mieux. Est-ce vraiment nécessaire d'augmenter le traitement ?» Le docteur Mercier posa une main qui se voulait rassurante sur l'épaule d'Antoine. « Mon cher ami, je comprends votre préoccupation, mais c'est précisément parce que nous voyons des améliorations que nous devons intensifier nos efforts. C'est maintenant qu'il faut porter le coup de grâce à la maladie, si j'ose dire. » Élodie, qui écoutait discrètement, trouva cette logique étrange. Elle n'était pas médecin, bien sûr, mais elle avait développé un instinct pour détecter les incohérences dans le discours des adultes. Et là, quelque chose clochait. L'infirmière termina la prise de sang, remplissant plusieurs tubes de différentes couleurs. Elle étiqueta chacun d'eux avec soin, puis quitta la pièce. Le docteur Mercier se tourna à nouveau vers Mathieu. « Parfait, mon garçon. Maintenant, j'aimerais discuter avec ton père en privé. Pourquoi n'irais-tu pas avec ton ami à la salle de jeu au bout du couloir? Infirmière Dubois t'y accompagnera. » Mathieu acquiesça, habitué à cette routine. Il prit la main d'Élodie et l'entraîna vers la porte, où une autre infirmière les attendait déjà. Avant de sortir, Élodie jeta un dernier regard en arrière. Le docteur Mercier avait sorti un dossier et montrait des graphiques à Antoine, son visage arborant une expression grave et professionnelle. La salle de jeu était vide à cette heure-ci. Des livres, des jeux de société et une télévision étaient à disposition, mais Mathieu se dirigea directement vers la fenêtre qui offrait une vue sur Paris. « C'est ma partie préférée de la visite », confia-t-il à Élodie. « D'ici, on peut voir la tour Eiffel. » Élodie s'approcha et observa le panorama. La capitale s'étendait à leurs pieds, majestueuse et indifférente au drame qui se jouait dans cette clinique huppée. « Mathieu, » commença-t-elle prudemment, « est-ce que tu as déjà vu tes résultats d'analyse? Je veux dire, est-ce que le docteur te montre les graphiques, les chiffres, tout ça ?» Mathieu secoua la tête. « Non, il dit que c'est trop compliqué pour moi. Il explique tout à papa. Et papa me dit juste si c'est bien ou pas. » Élodie hocha la tête, pensive. « Et tu as confiance en ce docteur ?» Mathieu parut surpris par la question. « C'est le meilleur spécialiste de France, d'après papa. Et puis, il me soigne depuis le début. Pourquoi je n'aurais pas confiance ?»« Je ne sais pas, admit Élodie. C'est juste une impression. » L'infirmière qui était restée près de la porte s'approcha d'eux. « Vous voulez un jus de fruits, les enfants ?»
Ils acceptèrent, et pendant qu'elle allait chercher les boissons, Élodie en profita pour poser d'autres questions à Mathieu. « Tu as dit que tu te sentais mieux depuis quelque temps. Ça a commencé quand ?»« Exactement ?» Mathieu réfléchit. « Je ne sais pas trop. Peut-être il y a 3 ou 4 mois. Avant, j'étais vraiment très malade. Je vomissais après chaque traitement. J'avais des douleurs partout. Je ne pouvais même pas me lever certains. Jour. Et puis, petit à petit, ça s'est amélioré. Et le docteur, qu'est-ce qu'il a dit de cette amélioration? Il a dit que c'était normal, que c'était l'effet du traitement, mais qu'il ne fallait surtout pas relâcher les efforts, que la maladie pouvait revenir encore plus forte si on arrêtait trop tôt. Élodie fronça les sourcils. Quelque chose, dans cette explication, ne collait pas avec ce qu'elle avait observé chez d'autres enfants malades qu'elle avait connus. Elle se rappelait particulièrement d'un garçon, Thomas, qu'elle avait rencontré dans un centre d'accueil temporaire. Sa mère lui rendait visite chaque jour, lui apportant des gâteaux qu'il ne pouvait pas manger à cause des nausées. Et puis un jour, il avait commencé à aller mieux. Les médecins avaient parlé de rémission, avaient diminué les traitements, pas les augmenter. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, Antoine et le docteur Mercier entrèrent à la salle de jeu. Le médecin arborait son sourire professionnel habituel, mais Élodie remarqua qu'Antoine semblait tendu, préoccupé. « Nous avons terminé pour aujourd'hui », annonça le docteur Mercier. « Mathieu, je te reverrai vendredi pour le traitement habituel. D'ici là, continue à bien prendre tes médicaments. » Il se tourna ensuite vers Élodie, l'observant avec une curiosité clinique. « Quant à toi, jeune fille, c'est un geste très touchant que tu as fait pour ton ami. Peu d'enfants auraient ce courage. » Élodie soutint son regard sans ciller. « Ce n'est pas du courage, monsieur. C'est juste normal. » Un étrange éclat passa dans les yeux du médecin. Surprise, agacement, quelque chose qu'Élodie ne parvint pas à identifier. Puis il sourit à nouveau, ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Eh bien, c'est une philosophie admirable, » commenta-t-il avant de s'adresser à Antoine. « Nous reparlerons de ce dont nous avons discuté, Antoine. Réfléchissez-y. » Sur ces mots, il quitta la pièce, laissant derrière lui une atmosphère lourde de non-dits. Antoine semblait perdu dans ses pensées, et ce n'est que lorsque Mathieu tira sur sa manche qu'il revint à la réalité. « Papa, on peut rentrer maintenant ?» demanda le garçon. « Oui, bien sûr, » répondit Antoine en secouant légèrement la tête, comme pour chasser des pensées troublantes. « Madame Dubois, l'assistante sociale, nous attend à la maison. » Dans la voiture qui les ramenait vers Neuilly-sur-Seine, un silence pesant régnait. Mathieu, fatigué par la visite, somnolait contre la vitre. Élodie observait discrètement Antoine, dont les mains serraient le volant avec une tension visible. Quelque chose s'était passé dans ce bureau, quelque chose qui avait perturbé cet homme habituellement si maître de lui-même. « Monsieur Deschamps, » dit-elle doucement, pour ne pas réveiller Mathieu. « Est-ce que tout va bien ?» Antoine lui jeta un bref regard dans le rétroviseur, surpris par cette question directe venant d'une enfant. Il hésita, sembla sur le point de répondre par une platitude rassurante, puis changea d'avis. « Je ne sais pas, Élodie, » admit-il, à voix basse. « Je ne sais vraiment pas. » Ces mots confirmèrent les soupçons d'Élodie. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette clinique, avec ce médecin, avec ce traitement qui s'éternisait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait peut-être trouvé non seulement un refuge, mais aussi une mission. L'assistante sociale, Madame Dubois, était une femme d'une 50aine d'années, au visage doux, encadré de cheveux grisonnants. Contrairement aux craintes d'Élodie, elle ne ressemblait en rien aux fonctionnaires froids et distants qu'elle avait connus dans le système. Assise dans le salon des Deschamps, une tasse de thé à la main, elle écoutait attentivement l'histoire, insolite que lui racontait Antoine. « Donc, si je comprends bien, » résuma-t-elle après qu'Antoine eut terminé, « cette petite a vécu dans votre maison pendant près de 2 semaines sans que personne ne s'en aperçoive. Et vous souhaitez maintenant régulariser sa situation pour qu'elle puisse rester chez vous ?»« C'est exactement ça, » confirma Antoine. « Je sais que c'est inhabituel, mais... »« Inhabituel est un euphémisme, monsieur Deschamps, » l'interrompit Madame Dubois avec un léger sourire. « En 30 ans de carrière, c'est bien la première fois que j'entends une histoire pareille. » Elle se tourna vers Élodie qui se tenait droite sur sa chaise, son crâne rasé brillant sous la lumière du salon. « Et toi, ma petite, qu'est-ce que tu veux ?» La question surprit Élodie. Dans ses interactions précédentes avec les services sociaux, personne ne lui avait jamais demandé son avis. Les décisions étaient prises pour elle, jamais avec elle.
Je veux rester ici, répondit-elle sans hésitation, avec Mathieu et Monsieur Deschamps. Madame Dubois l'observa attentivement, puis hocha la tête. Tu as conscience que ce n'est pas aussi simple? Il faudra vérifier ton identité, retrouver tes antécédents dans le système, peut-être même chercher ta famille biologique. Je n'ai pas de famille, coupa fermement Élodie. Je m'appelle Élodie Mercier, du moins c'est le nom qu'on m'a donné à l'orphelinat Saint-Vincent, où j'ai passé mes premières années. J'ai été placé dans 3 familles d'accueil différentes, dont la dernière était les Pelletier, à Clichy. Je me suis enfui il y a 8 mois parce que... Elle hésita puis décida d'être entièrement honnête, parce que M. Pelletier buvait et qu'il devenait méchant quand il avait bu. Madame Dubois nota ces informations dans un carnet, son expression professionnelle masquant sa réaction à ces révélations. « Et depuis, tu as vécu dans la rue ?» Élodie hocha la tête. « Je me débrouillais. J'allais parfois dans des centres d'accueil quand il faisait trop froid, mais la plupart du temps, je préférais rester dehors. Les centres sont... Ils ne sont pas toujours sûrs pour les filles. » Cette dernière remarque, prononcée avec une maturité dérangeante, fit tressaillir Antoine. Il s'approcha instinctivement d'Élodie et posa une main protectrice sur son épaule. « Madame Dubois, je comprends que la procédure est complexe, mais je vous assure que ma détermination est totale. Cet enfant a besoin d'un foyer stable. Et mon fils a besoin d'elle. Vous n'imaginez pas à quel point elle a transformé sa vie en si peu de temps. » L'assistante sociale observa ce tableau. Cet homme d'affaires réputé pour sa rigueur, soudain transformé en avocat passionné pour une petite vagabonde, et cette fillette au regard bien trop adulte qui semblait avoir trouvé sa place dans cette demeure luxueuse. Elle avait vu trop d'arrangements temporaires, trop de bonnes intentions qui s'essoufflaient face aux difficultés. Mais il y avait quelque chose de différent ici, une authenticité qui la touchait malgré son professionnalisme. « Très bien, décida-t-elle. Je vais lancer les recherches administratives concernant Élodie. En attendant, je peux émettre une autorisation temporaire de placement chez vous, Monsieur Deschamps. Cela nous donnera le temps de faire les choses correctement. » Le visage d'Élodie s'illumina d'un sourire qui transforma complètement ses « très sérieux ». « Vraiment? Je peux rester ?»« Pour l'instant, oui, » confirma Madame Dubois. « Mais il y aura des visites régulières, des évaluations et beaucoup de paperasse. »« La paperasse ne me fait pas peur, » assura Antoine avec un soulagement visible. « Merci, Madame Dubois. Vraiment. » Après le départ de l'assistante sociale, Antoine fit visiter officiellement la maison à Élodie. Plus besoin de se cacher, de se faufiler dans les couloirs comme une ombre. Elle pouvait désormais explorer ouvertement cette demeure qui allait devenir la sienne. Mathieu, ravi, jouait les guides touristiques enthousiastes, montrant à son ami chaque recoin, chaque objet qui lui semblait digne d'intérêt. Le soir venu, après un dîner joyeux, où Élodie avait découvert le plaisir simple de manger à table, en famille, Antoine les avait rejoints dans la chambre de Mathieu pour la traditionnelle histoire du coucher. Mais cette fois, c'est Élodie qui avait raconté, inventant une aventure merveilleuse où 2 enfants au pouvoir magique sauvaient un royaume en péril. Antoine l'avait écouté, fasciné par cette imagination débordante, par cette capacité à créer de la beauté malgré un passé fait d'abandon et de privation. Puis, il avait bordé les 2 enfants, Mathieu dans son lit habituel, Élodie dans sa nouvelle chambre qu'elle contemplait encore avec émerveillement, et était descendu dans son bureau pour travailler. Ou du moins, c'est ce qu'il avait prétendu. En réalité, Antoine était assis devant son ordinateur, fixant l'écran, sans vraiment le voir. Les paroles du docteur Mercier résonnaient dans sa tête. « Il faut augmenter le traitement. Les résultats sont stables, mais nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher notre vigilance. C'est une procédure coûteuse, bien sûr, mais nécessaire. » Quelque chose dans ce discours, qu'il avait entendu des dizaines de fois au cours de l'année écoulée, lui semblait soudain discordant. Était-ce l'influence d'Élodie et de ses questions naïves mais pertinentes, ou simplement le fait qu'il voyait son fils reprendre vie sous ses yeux, retrouver une énergie qu'il croyait perdue à jamais? Prenant une décision impulsive, il saisit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. « Professeur Lecomte, c'est Antoine Deschamps. Je sais qu'il est tard, mais j'aurais besoin de vous parler de mon fils. Mathieu. Oui, celui que vous aviez examiné avant que nous ne choisissions la clinique. Saint-Michel.
C'est justement à ce sujet que j'aimerais vous consulter. Une demi-heure plus tard, Antoine raccrochait, le visage blême. Le professeur Lecomte, oncologue pédiatrique à l'hôpital Necker, avait accepté de recevoir Mathieu pour une consultation indépendante dès le lendemain matin. Une seconde opinion ne fait jamais de mal, avait-il dit avec une neutralité professionnelle. Mais quelque chose dans son ton, quand Antoine avait mentionné la durée du traitement et l'insistance du docteur Mercier à l'augmenter malgré l'amélioration clinique, avait éveillé l'inquiétude du père. Antoine resta longtemps assis dans l'obscurité de son bureau, confronté à une possibilité terrifiante. Et si le traitement que recevait son fils n'était pas nécessaire? Et si, depuis des mois, il soumettait Mathieu à des souffrances inutiles? La culpabilité qui l'envahit, à cette pensée était presque insupportable. Un léger bruit le tira de ses réflexions. Se retournant, il aperçut Élodie dans l'encadrement de la porte, vêtue du pyjama trop grand qu'on lui avait prêté, ses yeux verts brillant dans la pénombre. « Tu devrais être au lit », dit-il doucement, sans parvenir à mettre de la sévérité dans sa voix. « Je n'arrive pas à dormir », répondit-elle en s'approchant. « Le lit est trop confortable. » Cette remarque, formulée sans aucune intention de susciter la pitié, toucha Antoine en plein cœur. Il fit signe à la fillette de s'asseoir dans le fauteuil en face de lui. « Élodie, commença-t-il, hésitant sur la façon d'aborder le sujet avec une enfant. « Qu'est-ce qui t'a fait douter du traitement de Mathieu? Je veux dire, tu as remarqué quelque chose que je n'ai pas vu. » Élodie réfléchit un moment avant de répondre. « Ce n'est pas que j'ai vu quelque chose de spécial. C'est juste que Mathieu ne ressemble pas aux enfants vraiment malades que j'ai connus. Quand je suis arrivé ici, il était déjà fort, il pouvait jouer pendant des heures sans se fatiguer, il mangeait bien. Les enfants très malades que j'ai rencontrés dans les centres n'étaient pas comme ça. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Et puis, il y a ce médecin. Il parle comme les adultes qui mentent. Je connais ce ton, quand ils disent une chose mais qu'ils en pensent une autre. J'ai dû apprendre à le reconnaître dans la rue. C'est comme ça qu'on survit. » Antoine l'observait avec un mélange d'admiration et de tristesse. Cette petite fille avait développé une intuition que les adultes, avec toute leur éducation et leur certitude, avaient perdue. La capacité à détecter l'authenticité, à sentir instinctivement quand quelque chose ne cadrait pas. « J'ai pris rendez-vous avec un autre médecin, » confia-t-il. « Nous irons voir le professeur Lecomte demain matin, tous les trois. Il examinera Mathieu et nous donnera son avis. » Élodie hocha la tête, approuvant cette décision. « C'est bien. Il faut toujours demander plusieurs avis quand c'est important. Tu es une enfant extraordinaire, tu sais ça ?» dit doucement Antoine. « Non, » répondit Élodie avec une sincérité désarmante. « Je suis juste une enfant qui a dû apprendre des choses que les autres enfants n'apprennent pas. » Le lendemain matin, Antoine annonça à Mathieu qu'ils allaient consulter un nouveau médecin. Le garçon parut d'abord inquiet. Il s'était habitué au docteur Mercier, à sa clinique luxueuse, à cette routine qui, bien que pénible, lui était devenue familière. « Mais pourquoi ? Docteur Mercier a dit que je devais continuer le traitement. »« C'est juste pour avoir un autre avis, » le rassura Antoine. « Une confirmation, si tu préfères, comme quand je demande une seconde expertise pour mes affaires importantes. » Cette explication sembla satisfaire Mathieu, qui accepta de se préparer pour cette visite imprévue. Élodie l'aida à choisir ses vêtements, lui parlant doucement, apaisant ses craintes avec cette sagesse étrange qui semblait émaner d'elle. L'hôpital Necker Enfants Malades était radicalement différent de la clinique Saint-Michel. Ici, pas de marbre ou de dorure, pas de silence feutré ou de personnel en uniforme impeccable. C'était un lieu vivant, parfois bruyant, où médecins, infirmières, patients et familles se croisaient dans un ballet perpétuel. Les murs étaient décorés de dessins d'enfants, les salles d'attente équipées de jouets usés mais propres. Le professeur Lecomte les reçut dans son bureau, une pièce simple, encombrée de livres et de dossiers, avec pour seule décoration des photos d'enfants souriants, probablement d'anciens patients. C'était un homme d'une 60aine d'années, au visage marqué par l'expérience, mais dont les yeux bleus pétillaient d'une vitalité communicative. « Mathieu, » dit-il en serrant la main du garçon, « je suis ravi de te rencontrer. Et tu dois... ça être Élodie, » ajouta-t-il en se tournant vers la fillette avec un sourire chaleureux. « J'aime beaucoup vos coupes de cheveux assorties. » Cette remarque détendit l'atmosphère,
et Mathieu esquissa un sourire timide. Le professeur procéda à un examen complet, posant des questions précises mais formulées avec simplicité. Contrairement au docteur Mercier, il s'adressait directement à Mathieu, l'incluant dans la discussion sur sa propre santé. « Tu dis que tu te sens mieux depuis environ 3 mois ?» demanda-t-il en palpant délicatement les ganglions du cou de Mathieu. « Oui, à peu près », confirma le garçon. « Avant, j'étais vraiment malade après chaque traitement. Maintenant, c'est juste un peu de fatigue. » Le professeur hocha la tête, l'air pensif. « Et ces traitements, tu les reçois toujours à la même fréquence qu'au début ?»« Oui, 3 fois par semaine à la clinique, plus les médicaments tous les jours à la maison. » Le médecin échangea un regard avec Antoine, qui confirma d'un hochement de tête. « J'ai apporté une copie de son dossier médical, » précisa-t-il en tendant une chemise épaisse. « Du moins, ce que la clinique a bien voulu me communiquer. » Le professeur Lecomte examina les documents en silence pendant plusieurs minutes, son expression devenant de plus en plus grave au fil de sa lecture. Finalement, il referma le dossier et s'adressa à Antoine. « J'aimerais faire quelques analyses. Supplémentaires aujourd'hui même. Rien de douloureux, » ajouta-t-il rapidement en voyant l'inquiétude sur le visage de Mathieu. « Juste une prise de sang et quelques examens d'imagerie. Nous devrions avoir les résultats d'ici demain. » Antoine acquiesça, une boule d'angoisse se formant dans sa gorge. « Vous avez remarqué quelque chose d'anormal dans le dossier ?» Le professeur jeta un coup d'œil aux enfants, puis suggéra « Peut-être pourrions-nous demander à l'infirmière de montrer la salle de jeu à Mathieu et Élodie pendant que nous discutons. » Une fois les enfants sortis, le professeur Lecomte s'assit face à Antoine, son expression professionnelle laissant place à une inquiétude sincère. « Monsieur Deschamps, je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais il y a plusieurs éléments troublants dans ce dossier. D'abord, la durée du traitement. Pour le type de leucémie diagnostiqué chez Mathieu, le protocole standard prévoit une phase intensive de quelques mois, suivie d'une thérapie de maintenance beaucoup moins agressive. Or, d'après ces documents, votre fils reçoit toujours un traitement de phase aiguë, malgré des indicateurs qui suggèrent une nette amélioration. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Que voulez-vous dire exactement? Le médecin choisit soigneusement ses mots. Je préfère attendre les résultats de nos propres analyses pour me prononcer définitivement. Mais il est possible, je dis bien possible, que Mathieu soit en rémission depuis plusieurs mois déjà. En rémission? Répéta Antoine incrédule. Mais alors, pourquoi continuer un traitement aussi lourd? Le professeur Lecomte soutint son regard. C'est précisément la question que je me pose, monsieur Deschamps. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard d'examens, d'attente dans des couloirs aseptisés, de formulaires à remplir. Mathieu affronta tout cela avec un courage qui força l'admiration d'Antoine. Élodie ne quittait pas son côté, lui tenant la main pendant les prélèvements, lui racontant des histoires pendant les longues minutes d'immobilité dans les machines d'imagerie. En fin d'après-midi, épuisés mais soulagés d'en avoir terminé, ils rentrèrent à la maison. Le professeur Lecomte leur avait promis d'appeler dès qu'il aurait les premiers résultats, possiblement dès le lendemain matin. Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à trouver le sommeil. Son esprit tournait en rond, oscillant entre l'espoir, fou que son fils soit guéri, et la culpabilité écrasante de ne pas avoir remis en question plus tôt les méthodes du docteur Mercier. Vers 3 heures du matin, n'y tenant plus, il se leva et se dirigea vers la chambre de Mathieu. Le garçon dormait paisiblement, sa respiration régulière soulevant doucement la couverture. Antoine l'observa longuement, détaillant ce visage qu'il aimait plus que tout au monde. Comment avait-il pu ne pas voir les signes d'amélioration? Comment avait-il pu confier aveuglément la santé de son fils à un seul homme, sans jamais chercher d'autre avis? En retournant vers sa chambre, il passa devant celle d'Élodie et fut surpris de voir de la lumière filtrer sous la porte. Doucement, il frappa. « Entre !» murmura la voix de la fillette. Il la trouva assise sur son lit, un carnet et un crayon à la main. Elle dessinait des formes abstraites, des spirales, des motifs complexes qui semblaient refléter le tourbillon de ses pensées. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il en s'asseyant au bord du lit. « Je n'ai pas l'habitude de dormir la nuit entière, » expliqua-t-elle. « Dans la rue, c'est dangereux. On dort par petits bouts, toujours avec un œil ouvert. » Antoine ressentit une nouvelle vague de compassion pour cet enfant qui avait dû apprendre à survivre dans un monde qu'il avait abandonné.
Ça prendra du temps pour que tu te sentes vraiment en sécurité ici. Mais sache que tu l'es. » Élodie leva les yeux vers lui et il fut frappé par la profondeur de son regard. « Je sais, » dit-elle simplement. « C'est juste que les habitudes sont difficiles à perdre. » Un silence confortable s'installa entre eux, jusqu'à ce qu'Élodie demande doucement. « Tu penses que Mathieu va vraiment bien, n'est-ce pas ?» Antoine soupira. « Je l'espère de tout mon cœur. Le professeur Lecomte semble le croire possible. Nous en saurons plus demain. » « Et si c'est vrai, poursuivit Élodie, si Mathieu n'est plus malade, qu'est-ce que ça veut dire pour le docteur Mercier et sa clinique ?» La question, dans sa simplicité enfantine, allait droit au cœur du problème. Antoine réfléchit avant de répondre, pesant chaque mot. Ça voudrait dire qu'il a continué à traiter Mathieu pour une maladie qu'il n'avait plus. Et si c'est le cas, c'est très grave. « C'est ce que je pensais aussi, » murmura Élodie. « Des gens qui font du mal aux enfants pour gagner de l'argent. » Antoine fut frappé par la justesse de cette analyse. « Comment as-tu deviné ?» Élodie haussa les épaules. « Je connais des adultes qui font ça, pas de la même façon, mais ils utilisent les enfants pour avoir ce qu'ils veulent. J'ai vu ça souvent. » Cette réponse, prononcée avec un détachement qui ne masquait pas entièrement la douleur sous-jacente, brisa quelque chose en Antoine. Sans réfléchir, il attira Élodie contre lui dans une étreinte protectrice. « Je te promets que personne ne t'utilisera plus jamais, » murmura-t-il contre ses cheveux ras. « Ni toi, ni Mathieu, ni aucun autre enfant si je peux l'empêcher. » À sa grande surprise, Élodie lui rendit son étreinte, s'accrochant à lui avec une force inattendue. Il sentit une humidité contre son épaule et comprit que la fillette pleurait silencieusement, sans sanglots, comme quelqu'un qui a appris que les larmes ne devaient pas faire de bruit. Ils restèrent ainsi un long moment, jusqu'à ce qu'Élodie s'endorme finalement dans ses bras, épuisée par des émotions trop grandes pour son petit corps. Délicatement, Antoine la recoucha et remonta la couverture sur elle. Puis il retourna dans sa chambre avec une détermination nouvelle. Quels que soient les résultats de demain, il irait jusqu'au bout. Pour Mathieu, pour Élodie, et pour tous les enfants qui pourraient être victimes d'un système plus préoccupé par le profit que par leur bien-être. Le téléphone sonna à 8 heures précises le lendemain matin. Antoine, qui était déjà debout depuis l'aube, se précipita pour répondre. La voix grave du professeur Lecomte résonna à l'autre bout de la ligne. « Monsieur Deschamps, j'ai les résultats des analyses de Mathieu, » annonça-t-il sans préambule. « Pouvez-vous venir à mon bureau ce matin? Il serait préférable que nous discutions en personne. » Le ton du médecin était neutre, professionnel, ne laissant rien transparaître de la nature des résultats. Antoine sentit son estomac se nouer. « Bien sûr, » répondit-il, « nous serons là dans 1 heure. » En raccrochant, il se tourna vers Élodie et Mathieu, qui prenèrent leur petit déjeuner dans la cuisine, tous deux silencieux, comme s'ils pressentaient l'importance de cette journée. « Le professeur Lecomte veut nous voir, » annonça-t-il, s'efforçant de garder une voix stable. « Il a les résultats de tes examens, Mathieu. » Le garçon hocha simplement la tête, trop habitué aux rendez-vous médicaux pour manifester une quelconque surprise. Élodie, en revanche, observait Antoine avec une intensité qui le mettait mal à l'aise, comme si elle pouvait lire chez lui percevoir l'angoisse qui lui tordait les entrailles. « Ça va aller, » dit-elle doucement, posant sa petite main sur celle de Mathieu. « Je le sens. » Cette confiance tranquille, venant d'une enfant qui avait connu si peu de raisons d'avoir foi en la vie, toucha profondément Antoine. Il se demanda d'où lui venait cette force, cette capacité à rester positive face à l'adversité. Peut-être était-ce justement parce qu'elle avait traversé tant d'épreuves qu'elle savait reconnaître les moments où l'espoir était permis. 1 heure plus tard, ils étaient assis dans le bureau du professeur Lecomte. Le médecin avait disposé devant lui plusieurs dossiers, des images médicales et des feuilles de résultats d'analyse. Son expression était grave, mais ses yeux reflétaient une émotion qu'Antoine n'arrivait pas à déchiffrer. « Mathieu, » commença le professeur en s'adressant directement au garçon, « j'ai une nouvelle importante à te communiquer. Après avoir examiné tous tes résultats, je peux affirmer avec certitude que tu es en rémission complète. » Un silence stupéfait suivit cette déclaration. Mathieu regarda le médecin avec des yeux écarquillés, ne semblant pas comprendre pleinement la portée de ces mots. « En rémission ?» répéta-t-il. « Ça veut dire que je suis guéri. » En termes simples, oui, confirma le professeur Lecomte avec un sourire chaleureux.
Il n'y a plus aucune trace de cellules cancéreuses dans ton organisme. Et d'après les marqueurs que nous avons analysés, cette rémission n'est pas récente. Tu es probablement guéri depuis au moins 5 mois. Antoine sentit sa vision se brouiller, des larmes de soulagement et de joie menaçant de déborder. 5 mois. Son fils était guéri depuis 5 mois, et pendant tout ce temps, il avait continué à subir des traitements éprouvants, des médicaments toxiques, des visites incessantes à cette clinique. Mais alors, intervint Élodie, exprimant tout haut ce qu'Antoine pensait. Pourquoi Mathieu devait-il encore prendre tous ces médicaments? Pourquoi le docteur Mercier disait qu'il fallait continuer le traitement? Le professeur Lecomte échangea un regard avec Antoine, puis décida de répondre honnêtement, estimant que les enfants méritaient la vérité. C'est une excellente question. Élodie. Dans un cas normal, une fois la rémission confirmée, nous passons à un protocole d'entretien beaucoup plus léger, puis à une simple surveillance. Les traitements intensifs que Mathieu continuait à recevoir n'étaient pas seulement inutiles, ils étaient potentiellement dangereux pour sa santé à long terme. Antoine serra les poings, une colère froide remplaçant progressivement le soulagement initial. Est-ce que cela signifie que le docteur Mercier savait que Mathieu était guéri? Le professeur choisit ses mots avec précaution. Je ne peux pas affirmer avec certitude ce que le docteur Mercier savait ou ne savait pas. Mais en tant que spécialiste, et au vu des analyses figurant dans le dossier de Mathieu, il aurait dû au minimum soupçonner une rémission et procéder à des examens complémentaires pour la confirmer. « Ah, il savait », affirma Élodie avec une conviction tranquille. « J'ai vu comment il regardait Mathieu quand il disait qu'il se sentait mieux. Il n'était pas surpris ou content, il était ennuyé. » Antoine se tourna vers elle, frappé par la perspicacité de cette observation. Il se rappelait maintenant ces moments. Les froncements de sourcils fugaces du médecin quand Mathieu mentionnait une amélioration, la façon dont il détournait systématiquement la conversation vers la nécessité de maintenir le traitement. « Professeur, » demanda-t-il, « que me conseillez-vous de faire maintenant ?» Le médecin se pencha en avant, son expression reflétant une gravité nouvelle. D'un point de vue médical, Mathieu doit immédiatement cesser tous les traitements qu'il reçoit actuellement. Nous mettrons en place un protocole de suivi régulier, mais beaucoup moins contraignant. Des analyses sanguines tous les 3 mois pendant 1 an, puis tous les 6 mois pendant 2 ans. Il marqua une pause, pesant visiblement ses prochaines paroles. Quant au docteur Mercier et à sa clinique, c'est à vous de décider si vous souhaitez porter l'affaire plus loin. Mais je dois vous informer que d'un point de vue éthique et déontologique, je suis tenu de signaler ce cas au Conseil de l'Ordre des médecins. Antoine hocha la tête, reconnaissant de cette franchise. Je comprends, et je vous assure que je ne compte pas en rester là. Mathieu, qui était resté silencieux pendant cet échange, prit soudain la parole. Ça veut dire que je n'aurai plus à aller à la clinique, plus de piqûres, plus de médicaments qui me rendent malade? Exactement, confirma le professeur Lecomte avec un sourire chaleureux. Tu vas pouvoir reprendre une vie normale, retourner à l'école, jouer comme tous les enfants de ton âge. Le visage de Mathieu s'illumina d'une joie pure, sans mélange, qui fit monter de nouvelles larmes aux yeux d'Antoine. C'était l'expression qu'il avait tant espéré revoir, celle de son fils avant la maladie, avant le deuil, avant que la vie ne devienne une succession de traitements et de souffrances. « Et mes cheveux ?» demanda-t-il, en passant une main sur son crâne rasé. « Ils vont repousser ?»« Certainement, » assura le médecin. « Maintenant que tu ne prends plus de médicaments qui les font tomber, ils devraient commencer à repousser dans quelques semaines. » Mathieu se tourna vers Élodie avec un grand sourire. « Tu vois, on aura des cheveux tous les deux. » La fillette lui rendit son sourire, mais Antoine remarqua une ombre passer dans ses yeux, comme si au milieu de cette joie, une inquiétude subsistait. Il comprit soudain, maintenant que Mathieu était guéri, maintenant qu'il n'avait plus besoin de son soutien, qu'allait devenir leur amitié, qu'allait devenir Élodie elle-même. Comme s'il lisait dans ses pensées, Antoine posa une main rassurante sur l'épaule d'Élodie. « Nous formons une famille maintenant, » dit-il doucement. « Tous les 3. » Le regard que lui lança la fillette, un mélange de gratitude, d'espoir et d'incrédulité persistante, lui serra le cœur. Il se promit silencieusement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que cet enfant ne doute plus jamais de sa place dans leur foyer. En quittant l'hôpital,
Antoine prit une décision. Au lieu de rentrer directement à la maison, il dirigea la voiture vers le centre, de Paris, vers les bureaux luxueux de son avocat Maître Girard. Celui-ci, surpris mais réactif, les reçut immédiatement. « Antoine, quel plaisir inattendu !» l'accueillit-il avant de remarquer les deux enfants. « Et voici Mathieu que je n'ai pas vu depuis si longtemps. Comme tu as grandi, mon garçon, et... » Élodie, présenta Antoine, une nouvelle membre de notre famille. L'avocat haussa un sourcil intrigué, mais n'insista pas, les invitant à s'asseoir dans son bureau au mur couvert de bibliothèque juridique. Antoine expliqua alors la situation, le diagnostic initial de Mathieu, les traitements prolongés et la découverte récente de sa guérison qui remontait à plusieurs mois déjà. Au fur et à mesure de son récit, le visage de Maître Girard se durcissait, passant de la surprise à l'indignation, puis à une colère froide et professionnelle. « Si je comprends bien, » résuma-t-il une fois qu'Antoine eut terminé, « tu soupçonnes la clinique Saint-Michel et le docteur Mercier d'avoir délibérément prolongé le traitement de ton fils alors, qu'il était en rémission, et ce dans un but lucratif. » « C'est exactement ça, » confirma Antoine. « Et j'ai des raisons de croire que Mathieu n'est pas un cas isolé. Le professeur Lecomte a évoqué d'autres irrégularités qu'il avait observées chez certains patients issus de cette clinique. » L'avocat prit quelques notes, son expression devenant de plus en plus grave. « Antoine, tu te rends compte que nous parlons d'accusations extrêmement sérieuses, fraude médicale, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie. Si ce que tu avances est vrai, les conséquences pénales pourraient être très lourdes. Je m'en rends parfaitement compte, » répondit Antoine avec une détermination tranquille, « et je suis prêt à aller jusqu'au bout. » Maître Girard hocha lentement la tête, impressionné par la résolution de son client. « Très bien. Voici ce que je te propose. D'abord, nous allons déposer une plainte formelle auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. Ensuite, nous contacterons la procureure pour envisager des poursuites pénales. Mais avant cela, nous avons besoin de recueillir davantage de preuves. »« Quelles preuves supplémentaires ?» demanda Antoine perplexe. « Nous avons les analyses de Mathieu, l'avis du professeur Lecomte. » « Ce n'est pas suffisant pour prouver une intention frauduleuse, » expliqua l'avocat. « Mercier pourrait toujours prétendre qu'il s'agissait d'une erreur de jugement médical, d'un excès de prudence. Nous avons besoin de démontrer un schéma, un système. Idéalement, nous devrions trouver d'autres familles dans la même situation. » Antoine réfléchit un instant. « Les dossiers médicaux sont confidentiels. Comment pourrions-nous identifier d'autres patients ?» C'est alors qu'Élodie, qui était restée silencieuse jusqu'ici, intervint. « On pourrait demander au professeur Lecomte. Il a dit qu'il connaissait d'autres cas, non ?» Les deux hommes se tournèrent vers elle, surpris par cette suggestion simple mais efficace. Maître Girard sourit avec approbation. « C'est une excellente idée, Élodie. Le professeur ne peut pas nous communiquer directement les dossiers d'autres. Patient, mais il pourrait, avec leur accord, les informer de notre démarche et les inviter à nous contacter. Et je connais aussi des journalistes, » ajouta Antoine, une nouvelle idée germant dans son esprit. « Pas pour publier immédiatement. Nous ne voulons pas compromettre l'enquête, mais pour recueillir des témoignages de manière discrète. » Maître Girard approuva cette approche. « Parfait. Maintenant, concernant la clinique Saint-Michel, Mathieu a-t-il encore des rendez-vous prévus ?»« Oui, demain après-midi, » confirma Antoine. « Une séance de traitement. Annule-le, » conseilla fermement l'avocat. « Et ne donne aucune explication. Nous ne voulons pas les alerter avant d'avoir constitué un dossier solide. » Antoine acquiesça, déjà en train de composer mentalement le message qu'il laisserait à la réceptionniste de la clinique. Une excuse banale, une absence imprévue, rien qui puisse éveiller les soupçons. Alors qu'il se préparait à partir, Maître Girard retint Antoine un instant. « Il y a autre chose dont nous devrions parler, » dit-il à voix basse, jetant un regard vers les enfants qui attendaient près de la porte. « Cette petite, Élodie, tu as mentionné qu'elle faisait partie de ta famille maintenant ?» Antoine hocha la tête. « J'ai entamé des démarches pour une tutelle temporaire, avec l'aide d'une assistante sociale. Mais à terme, oui, j'aimerais l'adopter. » L'avocat sourit, visiblement touché par cette intention. « C'est une noble décision, mais sois conscient que dans le contexte actuel, avec cette affaire contre la clinique, certains pourraient tenter d'utiliser ta situation familiale atypique contre toi. »« Que veux-tu dire ?» demanda Antoine, soudain inquiet. « Je veux dire que Mercier et ses avocats chercheront à te discréditer par tous les moyens.
Il pourrait insinuer que tu as recueilli cet enfant pour des raisons douteuses, ou que ton jugement concernant la santé de Mathieu est altéré par des circonstances émotionnelles inhabituelles. Antoine sentit une colère froide monter en lui. C'est absurde. Bien sûr que c'est absurde, concéda maître Girard, mais c'est ainsi que fonctionne la défense quand elle est acculée. Je veux simplement que tu sois préparé. En quittant le cabinet, Antoine réfléchissait intensément. L'avertissement de son avocat l'avait ébranlé. Non pas qu'il remette en question sa décision d'accueillir Élodie, mais parce qu'il prenait soudain conscience des forces auxquelles il allait s'opposer. La clinique Saint-Michel n'était pas un adversaire ordinaire, c'était une institution puissante avec des connexions dans les plus hautes sphères de la société parisienne, des ressources financières considérables et probablement une assurance juridique solide. Le combat s'annonçait rude, mais en regardant dans le rétroviseur les deux enfants assis à l'arrière, Mathieu expliquant avec animation à Élodie tous les projets qu'il faisait maintenant qu'il était guéri, et la fillette l'écoutant avec un sourire tendre, Antoine savait qu'il n'avait pas le choix. Certaines batailles devaient être menées, quel qu'en soit le coût. De retour à la maison, Antoine appela la clinique pour annuler le rendez-vous du lendemain, prétextant un voyage d'affaires imprévu. La réceptionniste ne posa pas de questions, se contentant de noter l'information et de proposer de reprogrammer la séance pour la semaine suivante. Antoine accepta vaguement, sachant pertinemment que Mathieu ne remettrait jamais les pieds dans cet établissement. Puis il contacta le professeur Lecomte pour lui faire part de leur décision de porter plainte. Le médecin approuva cette démarche et promit son soutien entier, confirmant qu'il contacterait d'autres familles qui pourraient avoir été victimes de pratiques similaires. « Je pense notamment aux Rousseau », confia-t-il. Leur fille, Charlotte, présentait des similitudes troublantes avec le cas de Mathieu. Je les avais perdus de vue quand ils ont opté pour la clinique Saint-Michel, mais je pourrais essayer de les retrouver. Encouragé par ce soutien, Antoine passa le reste de la journée à organiser les premières étapes de leur action. Il prépara les documents demandés par maître Girard, rassembla toutes les factures de la clinique, des sommes astronomiques, qui prenaient maintenant une signification sinistre, et nota méticuleusement chaque détail dont il se souvenait concernant le traitement de Mathieu. Pendant ce temps, les enfants, libérés du poids de l'incertitude, s'étaient appropriés le jardin. Pour la première fois depuis le début de sa maladie, Mathieu avait demandé à sortir jouer dehors. Antoine, après avoir vérifié auprès du professeur Lecomte que c'était sans danger, avait accepté avec joie. De la fenêtre de son bureau, il pouvait les voir courir sur la pelouse. Mathieu montrant à Élodie sa cabane dans les arbres, longtemps inaccessible pendant sa maladie. Le téléphone sonna, interrompant sa contemplation. C'était Madame Dubois, l'assistante sociale. « Monsieur, Deschamps, j'ai des nouvelles concernant Élodie, annonça-t-elle. J'ai retrouvé sa trace dans le système. Elle a bien été placée chez les Pelletier à Clichy, comme elle vous l'a dit. Sa fugue a été signalée il y a 8 mois, mais je dois vous avouer que les recherches n'ont pas été très actives. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Que voulez-vous dire ?»« Les Pelletier n'ont pas insisté, » expliqua Madame Dubois avec une pointe de dégoût dans la voix. « Ils ont même suggéré que ce serait mieux pour tout le monde si on ne la retrouvait pas, et malheureusement avec le nombre de cas à traiter. »« Je comprends, » coupa Antoine, ne voulant pas entendre les excuses d'un système qui avait failli à sa mission de protection. « Et concernant ses parents biologiques, sa mère est décédée peu après sa naissance, une overdose. Le père est inconnu, il n'y a aucune famille connue. Élodie est, au sens légal du terme, une pupille de l'État. » Cette confirmation de l'isolement total d'Élodie frappa Antoine comme un coup physique. Pendant des mois, cet enfant avait erré dans les rues, sans que personne ne la cherche vraiment, sans qu'aucun adulte ne s'inquiète de son sort. « Qu'en est-il de ma demande de tutelle ?» demanda-t-il, déterminé à changer cette situation. « J'ai déposé le dossier ce matin, » répondit Madame Dubois. « Étant donné les circonstances et votre situation stable, je ne prévois pas d'opposition majeure. Mais la procédure prendra quelques semaines. Et pour l'adoption ?» Il y eut un silence surpris à l'autre bout de la ligne. « L'adoption ? Vous envisagez sérieusement ?»« Absolument, » confirma Antoine sans hésitation, « dès que ce sera légalement possible. »« Eh bien, » reprit l'assistante sociale, visiblement touchée par cette détermination,
C'est une démarche beaucoup plus longue et complexe, mais si c'est vraiment ce que vous souhaitez, je vous guiderai à travers le processus. » Après avoir raccroché, Antoine resta un moment immobile, contemplant les enfants qui jouaient toujours dans le jardin. Une nouvelle résolution s'était formée en lui. Non seulement il mènerait jusqu'au bout le combat contre la clinique Saint-Michel, mais il ferait également tout ce qui était en son pouvoir pour offrir à Élodie la famille qu'elle n'avait jamais eue. Le soir venu, alors qu'ils dînaient tous les trois dans une atmosphère plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, le téléphone sonna à nouveau. Antoine décrocha, s'attendant à un appel de maître Girard ou du professeur Lecomte. Mais c'était la voix du docteur Mercier qui résonna dans le combiné, suave et légèrement condescendante comme toujours. « Antoine, mon cher ami, » dit-il comme s'ils entretenaient une relation cordiale. « J'ai appris que vous aviez annulé le rendez-vous de Mathieu pour demain. J'espère qu'il n'y a rien de grave ?» Antoine sentit son pouls s'accélérer. Comment Mercier avait-il su qu'il avait annulé? Il avait spécifiquement demandé à la réceptionniste de simplement noter l'annulation sans en informer le médecin avant le lendemain. « Un voyage d'affaires imprévu, » répondit-il, s'efforçant de garder une voix neutre. « Rien d'inquiétant. »« Je suis soulagé de l'entendre, » poursuivit Mercier. « Toutefois, j'insiste sur l'importance de ne pas interrompre le traitement de Mathieu, même pour quelques jours. Nous avons fait tant de progrès. Ce serait dommage de compromettre sa guérison. Maintenant. » Le cynisme de ses paroles, sachant ce qu'Antoine savait désormais, lui donna envie de hurler sa rage au téléphone. Mais il se contint, conscient de l'importance de ne pas révéler ses intentions avant que leur dossier ne soit solidement constitué. « Bien sûr, docteur, » répondit-il avec une fausse déférence. « Je comprends parfaitement. Nous reprendrons le traitement dès notre retour. »« Excellent, » approuva Mercier. « Oh, et Antoine, j'ai cru comprendre que vous aviez consulté un autre médecin récemment, le professeur Lecomte à Necker. » Antoine se figea. Comment diable Mercier pouvait-il être au courant de cela? Qui l'avait informé? Un simple contrôle de routine, mentit-il, sentant une sueur froide couler dans son dos. Mathieu se plaignait de maux de tête et la clinique était fermée. Ce jour-là. Je vois, dit Mercier, son ton indiquant clairement qu'il n'était pas dupe. Sachez simplement que la multiplicité des avis médicaux peut parfois créer de la confusion. Chaque médecin a sa propre approche, et certains sont plus conservateurs que d'autres. Je serais désolé que vous receviez des informations contradictoires qui pourraient vous inquiéter inutilement. Le message était clair. Mercier savait qu'Antoine avait découvert quelque chose, et il tentait de prendre les devants, de semer le doute. « Je vous remercie de votre préoccupation, docteur », répondit Antoine, serrant le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Je vous assure que je garde toute confiance en votre expertise. » Après avoir raccroché, Antoine resta immobile un long moment, troublé par cet appel. Mercier était manifestement informé de leur mouvement, peut-être par quelqu'un à l'hôpital Necker, peut-être par un autre moyen. Cette surveillance implicite rendait leur situation plus précaire qu'il ne l'avait imaginé. Il se tourna vers les enfants, qu'il observait avec curiosité, ayant perçu sa tension pendant la conversation téléphonique. « C'était qui ?» demanda Mathieu. « Le docteur Mercier, » répondit honnêtement Antoine, ne voulant pas mentir à son fils. « Il s'inquiétait de ton rendez-vous annulé. » Mathieu fronça les sourcils. « Tu lui as dit que je n'étais plus malade ?»« Pas encore, » répondit Antoine. « Ah, nous allons d'abord parler à d'autres personnes, rassembler des informations. C'est important que nous procédions dans le bon ordre. » Élodie, qui avait écouté attentivement, intervint avec sa perspicacité habituelle. « Il sait que quelque chose a changé, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a appelé. » Antoine acquiesça, impressionné une fois de plus par l'intuition de la fillette. « Oui, je pense qu'il se doute de quelque chose, ce qui signifie que nous devons être encore plus prudents. » Il se leva et commença à faire les 100 pas dans la salle à manger, réfléchissant intensément. L'appel de Mercier changeait la donne. S'il était déjà sur ses gardes, il pourrait prendre des mesures pour dissimuler des preuves, influencer d'autres familles, ou même exercer des pressions sur le professeur Lecomte. « Je dois appeler maître Girard », décida-t-il finalement. « Ah, nous devons accélérer les choses. » Tandis qu'il sortait pour passer cet appel dans son bureau, il ne remarqua pas le regard échangé entre Mathieu et Élodie, un regard qui reflétait une détermination nouvelle, une solidarité qui allait bientôt se transformer en action.
Les jours qui suivirent furent marqués par une activité fébrile. Antoine, en collaboration étroite avec Maître Girard, avait lancé une véritable offensive contre la clinique Saint-Michel. Le professeur, le comte fidèle à sa promesse, avait contacté plusieurs familles, dont les enfants avaient été traités dans l'établissement. 3 d'entre elles avaient immédiatement répondu à l'appel, évoquant des expériences troublantes, similaires à celles de Mathieu. Les Rousseau, dont la fille Charlotte avait subi un traitement prolongé pour une leucémie prétendument résistante, avaient été les premiers à se manifester. Puis vinrent les Moreau, dont le fils Thomas avait enduré 2 années de chimiothérapie pour une maladie qui, selon un second avis médical récent, était en rémission depuis au moins 10 mois. Enfin, la famille Lambert, dont les jumeaux de 7 ans avaient tous 2 été diagnostiqués avec des lymphomes rares, avait commencé à nourrir des doutes après avoir remarqué une amélioration spectaculaire de leur état malgré les pronostics pessimistes du docteur Mercier. Chaque témoignage ajoutait une pièce au puzzle, révélant un système bien rodé où les diagnostics étaient volontairement assombris, les traitements inutilement prolongés et les familles maintenues dans un état constant d'angoisse et de dépendance vis-à-vis de la clinique. Les factures astronomiques, les médicaments coûteux, les examens redondants, tout convergeait vers une conclusion accablante. La clinique Saint-Michel exploitait cyniquement la détresse de familles fortunées, transformant la souffrance d'enfants malades en une source lucrative de revenus. C'est encore pire que ce que nous imaginions, avait commenté Maître Girard lors d'une réunion avec Antoine et les autres familles dans son cabinet. Ce n'est pas seulement Mercier, c'est toute une structure qui a été mise en place. Les laboratoires d'analyse qui falsifient les résultats, les infirmières qui administrent des traitements inutiles, les administrateurs qui gonflent les factures. Comment ont-ils pu faire ça pendant si longtemps sans être découverts ? Avait demandé Madame Rousseau, une femme élégante dont le visage trahissait l'épuisement émotionnel des dernières années. Parce qu'ils ciblèrent des familles qui pouvaient payer sans poser de questions, avait répondu Antoine avec amertume. Des gens comme nous, trop occupés, trop confiants dans le système médical, trop désespérés pour sauver nos enfants, pour remettre en question l'autorité d'un médecin réputé. Pendant que les adultes orchestraient la riposte juridique, Mathieu et Élodie menèrent leur propre forme de résistance. Libéré du poids des traitements, Mathieu redécouvrait les joies simples de l'enfance, jouer dans le jardin, manger, sans nausée, dormir sans cauchemar. Sa vitalité revenait à une vitesse stupéfiante, comme si son corps, privé trop longtemps de normalité, rattrapait le temps perdu. De fines mèches de cheveux commençaient même à apparaître sur son crâne, promesse d'un retour complet à la vie d'avant. Élodie, elle, s'épanouissait dans ce nouvel environnement stable. Elle qui n'avait connu que précarité et rejet, découvrait ce que signifiait avoir une place, être attendue, être aimée sans condition. Chaque matin, elle se réveillait avec une brève seconde d'incrédulité, s'attendant presque à se retrouver sous un pont ou dans un centre d'accueil surpeuplé. Puis la réalité la rattrapait. Elle était chez elle avec sa nouvelle famille. Madame Laurent, la gouvernante, avait rapidement succombé au charme particulier de cette étrange petite, fille au crâne rasé et aux yeux trop vieux pour son âge. Elle lui apprenait à cuisiner, lui montrait comment entretenir un jardin, lui transmettait ses savoirs pratiques qu'Élodie n'avait jamais eu l'occasion d'acquérir. En retour, Élodie lui racontait des histoires, pas celles, sombres, de sa vie dans la rue, mais celles, lumineuses, qu'elle inventait pour Mathieu, peuplées de héros courageux et de victoires improbables. Un matin, alors qu'Antoine préparait un dossier de presse avec Maître Girard, ils avaient décidé qu'il était temps de rendre l'affaire publique, Madame Dubois, l'assistante sociale, se présenta à la maison avec une nouvelle inattendue. La demande de tutelle provisoire a été acceptée, annonça-t-elle avec un sourire chaleureux. Félicitations, Monsieur Deschamps. Vous êtes officiellement le tuteur légal d'Élodie pour les 6 prochains mois, en attendant l'examen de votre demande d'adoption. Antoine, submergé par l'émotion, serra spontanément Madame Dubois dans ses bras, un geste qui surprit autant l'assistante sociale que lui-même. Il n'était pas homme à exprimer physiquement ses sentiments, mais ces dernières semaines avaient profondément transformé sa façon d'être, de ressentir, de communiquer. Comment allons-nous l'annoncer à Élodie ? Demanda-t-il soudain nerveux à l'idée de la réaction de la fillette. Pourquoi ne pas organiser une petite célébration, suggéra Madame Dubois. Rien d'extravagant, mais quelque chose qui marquerait symboliquement son entrée officielle.
dans votre famille. L'idée séduisit Antoine. Cet enfant avait connu si peu d'occasions de fêter quoi que ce soit dans sa vie. Elle méritait que ce moment soit spécial. Avec l'aide de Madame Laurent et la complicité enthousiaste de Mathieu, il organisa pour le soir même un dîner festif. La table fut dressée dans la salle à manger formelle, une pièce rarement utilisée depuis la mort de sa femme, avec la plus belle vaisselle et des fleurs fraîches. Mathieu avait insisté pour décorer lui-même, accrochant des guirlandes colorées et des ballons qu'il avait fait livrer en urgence. Quand Élodie, qui avait passé l'après-midi à jouer dans le jardin avec Mathieu, entra dans la salle à manger et découvrit la scène, elle s'immobilisa stupéfaite. « C'est pourquoi tout ça ?» demanda-t-elle d'une petite voix, comme effrayée que tant de beauté puisse soudain disparaître. Antoine s'approcha et s'agenouilla devant elle pour se mettre à sa hauteur. « C'est pour toi, Élodie. Nous avons quelque chose d'important à célébrer aujourd'hui. Mon anniversaire, demanda-t-elle confuse. Mais je ne sais même pas quand c'est. Non, pas ton anniversaire, sourit Antoine. Quelque chose d'encore plus important. À partir d'aujourd'hui, officiellement, légalement, tu fais partie de cette famille. Je suis ton tuteur, et si tu le veux bien, dans quelques mois, je pourrai devenir ton père adoptif. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent, passant d'Antoine à Mathieu, puis à Madame Dubois, qui observait la scène avec émotion. C'est vrai? Je peux rester pour toujours? Pour toujours, confirma Antoine, sa voix légèrement étranglée par l'émotion. Et je serai vraiment ta fille, comme Mathieu est ton fils? Exactement comme ça. Élodie resta immobile, un long moment, comme si elle digérait cette information trop grande pour son petit corps. Puis, sans prévenir, elle se jeta dans les bras d'Antoine avec une force surprenante, enfouissant son visage contre son épaule. Il la sentit trembler et comprit qu'elle pleurait, non pas de ces larmes silencieuses qu'il lui avait vues verser, parfois mais de vrais sanglots, libérateurs, comme si une digue cédait enfin après avoir trop longtemps contenu un océan de chagrin et d'espoir mêlés. « Merci », murmura-t-elle entre deux sanglots. « Merci, merci, merci. » Antoine la serra contre lui, sentant ses propres larmes couler librement. Il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de sa femme, s'imposant une force stoïque pour le bien de Mathieu. Mais ces larmes-là étaient différentes. Elles lavaient, elles guérissaient, elles célébraient. Mathieu s'approcha et enlaça à son tour Élodie, formant avec son père un cocon protecteur autour de leur nouvelle sœur. « Maintenant, on est vraiment une famille, » dit-il avec la simplicité lumineuse de l'enfance. Cette soirée resta gravée dans leur mémoire comme le véritable commencement de leur vie ensemble. Ils mangèrent, rirent, partagèrent des projets d'avenir. Mathieu parlait de retourner à l'école, Élodie de découvrir comment c'était d'en avoir une, Antoine d'emmener ses deux enfants en vacances, peut-être à la mer, peut-être à la montagne, peu importait tant qu'ils étaient ensemble. Mais le lendemain matin, la réalité de leur combat les rattrapa. Antoine reçut un appel de Maître Girard dont le ton inhabituellement tendu trahissait l'urgence. « Antoine, nous avons un problème », annonça-t-il sans préambule. Mercier a appris pour notre enquête. Il a commencé à contacter les familles que nous avions approchées, à faire pression sur elles. Les Moreau ont déjà retiré leur témoignage. Antoine sentit une vague glacée le traverser. Comment a-t-il su? Je l'ignore, admit l'avocat, mais il a des connexions partout, dans les hôpitaux, au Conseil de l'Ordre, peut-être même au parquet. Nous devons agir vite, avant qu'ils ne démolissent notre dossier. Que suggérez-vous? La presse, répondit fermement Maître Girard. C'est le moment de rendre l'affaire publique. Une fois que ce sera dans les médias, il aura beaucoup plus de mal à étouffer l'enquête. Antoine hésita. Exposer ainsi leur histoire signifiait exposer Mathieu, l'obliger à revivre publiquement son épreuve. Et Élodie, dont la situation était encore fragile malgré la tutelle provisoire, comment réagirait-elle à cette attention médiatique? « Laissez-moi en parler aux enfants, » demanda-t-il. « Je vous rappelle dans 1 heure. » Il trouva Mathieu et Élodie dans la bibliothèque, penchés sur un grand atlas, traçant des itinéraires imaginaires à travers des pays lointains. Cette vision de normalité, d'innocence retrouvée, renforça sa détermination à protéger non seulement ses enfants, mais aussi tous ceux qui pourraient encore tomber dans les griffes de Mercier et de sa clinique. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. »
commença-t-il en s'asseyant avec eux. Il leur expliqua la situation en termes simples mais honnêtes, sans chercher à édulcorer la réalité. Mercier savait qu'ils rassemblèrent des preuves contre lui et tentaient de faire taire les témoins. Pour l'arrêter, il devait rendre l'affaire publique, ce qui signifiait parler aux journalistes, peut-être même apparaître à la télévision. « Ce ne sera pas facile », prévint-il. « Les gens poseront des questions, parfois indiscrètes. Ils voudront connaître notre histoire, la maladie de Mathieu, l'arrivée d'Élodie dans notre famille. Nous serons exposés. » Mathieu et Élodie échangèrent un regard, communiquant silencieusement d'une façon qui ne cessait d'étonner Antoine. Puis Mathieu prit la parole avec une maturité que la maladie lui avait prématurément donnée. « Si ça peut empêcher le docteur Mercier de faire du mal à d'autres enfants, alors on doit le faire, n'est-ce pas ?» Élodie acquiesça vigoureusement. « Dans la rue, j'ai vu des adultes faire des choses terribles à des enfants. Personne ne disait rien, personne n'aidait. Mais nous, on peut aider. » Antoine sentit une bouffée de fierté devant le courage et l'altruisme de ces deux enfants, qui avaient pourtant connu plus que leur part de souffrance. « Vous êtes sûr ? Ce ne sera pas facile. »« On est ensemble, » affirma simplement Élodie. « On peut tout affronter ensemble. » Cette phrase, prononcée avec une conviction absolue par cette petite fille qui avait passé tant d'années seule contre le monde, toucha Antoine au plus profond de son être. Elle avait raison. Ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Il rappela Maître Girard et donna son accord pour la stratégie médiatique. Dès le lendemain, leur histoire faisait la une du Parisien sous le titre « Choc ». Scandale à la clinique Saint-Michel, des enfants malades, victimes d'une fraude médicale. L'article, solidement documenté, présentait les témoignages anonymisés de plusieurs familles et évoquait l'existence de preuves médicales irréfutables. La réaction ne se fit pas attendre. D'autres médias s'emparèrent de l'affaire. Des journalistes se massèrent devant la clinique Saint-Michel, exigeant des explications. Le docteur Mercier tenta une contre-offensive médiatique, organisant une conférence de presse où il dénonça une campagne de diffamation orchestrée par des concurrents jaloux et affirma que tous ces traitements étaient parfaitement conformes aux protocoles internationaux les plus avancés. Mais sa défense s'effondra rapidement quand deux anciens employés de la clinique, protégés par l'anonymat, témoignèrent. À leur tour, une infirmière révéla comment on lui avait ordonné d'administrer des placebos à certains patients tout en facturant des médicaments coûteux. Un technicien de laboratoire expliqua le système mis en place pour falsifier certains résultats d'analyse, maintenant artificiellement des marqueurs cancéreux élevés alors que les patients étaient en rémission. 4 jours après la publication du premier article, la procureure de Paris annonçait l'ouverture d'une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée, mise en danger de la vie d'autrui et exercice illégal de la médecine. Le même jour, le Conseil de l'Ordre des médecins suspendait provisoirement le docteur Mercier, en attendant les conclusions de sa propre enquête disciplinaire. La clinique Saint-Michel fut placée sous administration judiciaire, ses dossiers saisis, ses comptes gelés. D'autres familles, encouragées par la médiatisation de l'affaire, commencèrent à se manifester, révélant l'ampleur du système frauduleux mis en place. Ce n'étaient pas seulement des enfants atteints de cancer qui avaient été victimes de ces pratiques, mais aussi des adultes souffrant de maladies chroniques ou dégénératives, des patients vulnérables, désespérés, prêts à tout pour guérir. Antoine, Mathieu et Élodie suivaient ces développements depuis leur maison, refusant pour l'instant les demandes d'interview. Maître Girard servait d'intermédiaire avec la presse, protégeant leur intimité, tout en s'assurant que leur message était entendu. Le professeur Lecomte, quant à lui, était devenu le visage médical de cette dénonciation, expliquant avec pédagogie et rigueur les mécanismes de la fraude et ses conséquences potentiellement dévastatrices pour les patients. Un matin, 3 semaines après le début du scandale, alors que l'affaire prenait une dimension nationale, Antoine reçut un appel inattendu. « Monsieur, Deschamps, ici Charlotte Rousseau. » Charlotte, la fille des Rousseau, était l'une des premières victimes identifiées de la clinique Saint-Michel. Âgée de 12 ans, elle avait subi près de 2 ans de traitements inutiles avant que ses parents, alertés par l'amélioration constante de son état malgré les pronostics pessimistes du docteur Mercier, ne décident de consulter un autre spécialiste. « Bonjour Charlotte, » répondit Antoine, surpris. « Comment vas-tu ?»« Bien, merci, »
répondit la jeune fille. J'aimerais parler à Mathieu, si c'est possible, et à Élodie aussi. Intrigué, Antoine appela les enfants qui jouaient dans le jardin. Quand il leur tendit le téléphone en expliquant qui appelait, Mathieu parut d'abord hésitant. Il n'avait jamais rencontré Charlotte, même s'il avait entendu parler d'elle dans le contexte de l'affaire. « Allô » dit-il timidement. La conversation qui suivit, à laquelle Élodie participa également grâce au haut-parleur, surprit Antoine. Charlotte expliquait qu'elle avait contacté d'autres enfants victimes de la clinique, Thomas Moreau, les jumeaux Lambert et plusieurs autres dont Antoine n'avait jamais entendu parler. Ils avaient formé un groupe, s'entraidant pour surmonter le traumatisme de ce qu'ils avaient vécu. « On voudrait vous rencontrer », proposa Charlotte. « Pas pour parler de Mercier ou de tout ça, mais juste pour être ensemble. Des enfants qui comprennent ce que c'est d'avoir été. Te utiliser. » Mathieu regarda son père, une question silencieuse dans les yeux. Antoine hocha la tête, ému par cette initiative venue des enfants eux-mêmes. « On pourrait faire ça ici », suggéra Mathieu. « On a un grand jardin, une cabane dans les arbres. Ce serait comme une fête. » « Une fête de la guérison », ajouta Élodie avec enthousiasme, « pour célébrer qu'on est tous libres maintenant. » L'idée prit forme rapidement. Les parents, contactés par Antoine, accueillirent la proposition avec gratitude, y voyant une étape importante dans le processus de guérison émotionnelle de leurs enfants. Une date fut fixée pour le week-end suivant. Le jour dit, la maison des Deschamps s'anima comme jamais depuis la maladie de Mathieu. 8 enfants, âgés de 7 à 14 ans, investirent le jardin sous un soleil radieux de début d'été. Certains portaient encore les stigmates physiques de leur traitement. Cheveux clairsemés, teint pâle, maigreur excessive, mais tous partageaient cette lumière particulière dans le regard, celle de ceux qui ont frôlé l'abîme et en sont revenus plus forts. Élodie, qui n'avait jamais participé à une fête d'enfants de sa vie, observait tout avec des yeux émerveillés. Antoine avait engagé un traiteur pour l'occasion, fait installer des jeux dans le jardin, même loué un château gonflable qui suscitait des cris de joie. Mais le plus touchant était de voir ces enfants, qui avaient tous connu la solitude de la maladie, former spontanément une communauté solidaire. Ils parlaient peu de ce qu'ils avaient traversé, comme si un accord tacite avait été conclu pour laisser les souffrances passer à la porte de cette journée. Au lieu de cela, ils jouaient, riaient, se découvraient des passions communes, échangeaient des numéros de téléphone et des promesses de rester en contact. Charlotte, la plus âgée du groupe, s'approcha d'Antoine alors qu'il observait la scène depuis la terrasse. « Merci d'avoir organisé ça », dit-elle simplement. « Et merci d'avoir été le premier à parler. Mes parents n'auraient jamais osé sans vous. » Antoine fut touché par la maturité de cette jeune fille. « C'est Élodie qu'il faut remercier », répondit-il honnêtement. « C'est elle qui a vu ce que nous, les adultes, ne voyions pas. » Charlotte suivit son regard vers Élodie, qui montrait à 2 autres enfants comment grimper efficacement à l'échelle de corde menant à la cabane. « Elle est spéciale, n'est-ce ce? »« Pas très spéciale », confirma Antoine avec un sourire affectueux. Vers la fin de l'après-midi, alors que les premiers parents commençaient à arriver pour récupérer leurs enfants, Mathieu proposa spontanément de prendre une photo de groupe. Ils s'installèrent tous sur la pelouse, bras dessus, bras dessous, crâne nu ou cheveux renaissants étrangement assortis, visages illuminés par des sourires authentiques. Cette image, capturée par Antoine, allait devenir le symbole de leur combat. Quelques semaines plus tard, quand ils acceptèrent finalement de témoigner dans un documentaire sur l'affaire, c'est cette photographie qui serait choisie comme visuel emblématique, non pas pour susciter la pitié, mais pour montrer la résilience, la solidarité et l'espoir qui avait émergé de cette épreuve. 6 mois après la révélation du scandale, le docteur Mercier et 3 de ses associés furent mis en examen pour une série de délits et crimes qui leur vaudraient plus tard de lourdes peines de prison. La clinique Saint-Michel, transformée sous une nouvelle direction, devint un centre de référence pour la lutte contre les cancers pédiatriques avec une charte éthique particulièrement stricte et un comité de surveillance incluant d'anciens patients et leurs familles. Une loi surnommée par les médias « Loi Mathieu-Élodie » fut proposée et adoptée par l'Assemblée nationale, rendant obligatoire la sollicitation d'un second avis médical indépendant pour tout diagnostic de maladie grave chez un enfant et instaurant un contrôle renforcé des établissements de santé privés. Pour la famille Deschamps, la vie avait repris un cours presque normal. Mathieu était retourné à l'école, ses cheveux repoussés formant désormais une coupe courte qui lui donnait un air espiègle. Ses camarades, informés de son histoire,
par des parents attentifs, l'avait accueilli avec une gentillesse qui l'avait aidé à surmonter sa timidité initiale. Élodie, quant à elle, découvrait les joies et les défis de l'éducation formelle. Intelligente mais peu habituée à la discipline scolaire, elle alternait entre des moments de brillance académique et des périodes de frustration. Mais, avec le soutien indéfectible d'Antoine et l'aide patiente des enseignants, elle progressait à pas de géant, rattrapant rapidement le temps perdu. La procédure d'adoption suivait son cours, ralentie par des complications administratives, mais jamais remise en question. Antoine et Élodie se rendaient ensemble aux audiences, aux entretiens psychologiques, aux visites à domicile, traversant main dans la main ce parcours bureaucratique qui, malgré sa lourdeur, les rapprochait chaque jour davantage. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Antoine trouva Élodie assise sur le rebord de sa fenêtre, observant les flocons qui dansaient dans la lumière des réverbères. Elle avait beaucoup changé en quelques mois, ses cheveux avaient repoussé, formant une coupe courte qui encadrait joliment son visage, désormais plus rond, mieux nourri. Ses yeux, toujours aussi verts et intenses, avaient perdu cette méfiance permanente qui les habitait à son arrivée. « À quoi penses-tu » demanda doucement Antoine en s'asseyant près d'elle. Élodie resta silencieuse un moment avant de répondre. « Je pensais à toutes les coïncidences qui ont fait que je suis ici maintenant. Si je n'avais pas vu ce portail ouvert ce jour-là, si je n'étais pas entré, si je n'avais pas trouvé Mathieu. » « Ce n'était peut-être pas des coïncidences, » suggéra Antoine. « Certains appelleraient en ça le destin. » Élodie sourit, amusée par cette idée. « Tu crois au destin, toi ?»« Je n'y croyais pas avant, » admit Antoine. « Mais comment expliquer autrement que tu sois arrivé exactement au moment où Mathieu avait le plus besoin de toi, où j'avais le plus besoin de toi, même si je ne le savais pas encore ?» La fillette réfléchit à cette possibilité, son regard suivant un flocon particulier dans sa descente gracieuse. « Si c'est le destin, alors ça veut dire que tout ce qui m'est arrivé avant, les foyers, la rue, la faim, le froid, tout ça avait un sens. C'était pour me préparer à venir ici. » Antoine sentit son cœur se serrer devant cette question, existentielle posée avec tant d'innocence et de profondeur à la fois. « Je ne sais pas, Élodie. Personne ne peut vraiment répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que toutes ces épreuves t'ont rendue incroyablement forte et perspicace. Sans ces qualités, tu n'aurais peut-être pas vu ce que nous avions tous manqué concernant Mathieu. Alors même les choses tristes peuvent servir à quelque chose de bien, demanda-t-elle, cherchant à donner un sens à son passé douloureux. Je le crois, répondit doucement Antoine. Regarde-nous, la maladie de Mathieu, ton abandon, la mort de Claire, ma femme. Tant de souffrances qui, mises ensemble, nous ont finalement conduits à former cette famille. Une famille différente, imparfaite, mais tellement précieuse. Élodie descendit du rebord de la fenêtre et, dans un geste qui devenait de plus en plus naturel pour elle, vint se blottir contre Antoine. « Je n'échangerai ça contre rien au monde, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » répondit-il en l'enlaçant tendrement. À cet instant, Mathieu apparut dans l'encadrement de la porte, un livre à la main. « Papa, tu avais promis de nous lire là. Suite de l'histoire ce soir, » rappela-t-il avec une moue faussement boudeuse. « J'arrive tout de suite, » sourit Antoine. « Va t'installer, on te rejoint. » Mathieu hocha la tête et disparut dans le couloir. Antoine se tourna vers Élodie, une question lui venant soudain à l'esprit. « Tu sais, tu nous as raconté tant d'histoires, à Mathieu et à moi, des histoires merveilleuses que tu inventais. Mais tu ne nous as jamais dit d'où te venait ce don pour raconter. » Élodie baissa les yeux, soudain timide. « Dans la rue, parfois, pour avoir un peu d'argent, je racontais des histoires aux enfants dans les parcs. Les parents me donnaient quelques pièces. 6 leurs. Enfants aimaient. J'ai appris à inventer des récits qui captivaient, qui faisaient oublier pendant un moment la réalité. » Cette révélation, l'image de cette petite fille sans abri offrant des échappées imaginaires à des enfants, privilégiés, émut profondément Antoine. « Tu es une conteuse née, Élodie. Un jour, peut-être, tu écriras ces histoires. »« Peut-être, » sourit-elle. « Mais pour l'instant, j'aime bien notre histoire à nous. Elle est encore en train de s'écrire. Et elle ne fait que commencer, » confirma Antoine en se levant, lui tendant la main. « Allons rejoindre Mathieu. Il nous attend pour le prochain chapitre. » Main dans la main, ils quittèrent la chambre, traversant le couloir vers la chambre de Mathieu,
où les attendait une soirée paisible de lecture familiale. Dehors, la neige continuait de tomber doucement.